Bonjour, vous écoutez Into the Wind, le podcast des marins qui font des phrases. Into the Wind est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations ainsi qu'un festival de films et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lautroux et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode d'Into the Wind. Cet épisode d'Into the Wind est encore et toujours soutenu par Carver, fidèle partenaire de ce podcast depuis l'été 2018. Pour eux, comme pour les équipes techniques et les marins qui sont en train d'en finir avec le Vendée Globe, c'est l'heure du débriefing. C'est grâce à ces échanges permanents avec les coureurs depuis plus de 15 ans que Carver conçoit et développe des produits fiables et performants qui équipent les 2/3 de la flotte en emmagasineurs, hooks, bloqueurs et poulies. Des produits comme le nouvel emmagasineur KF Carbon Kevlar qui a passé avec succès le test du Vendée Globe à bord d'Apivia, des produits donc désormais disponibles pour tous les marins, plaisanciers ou régatiers. N'hésitez pas à passer voir l'équipe Carver dans son showroom de Lorient-la-Base, installé à quelques pas des bureaux de Tip & Shaft. Bonjour Paul Meillat. Bonjour. Merci de nous recevoir, enfin c'est plutôt nous qui te recevons, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. C'est nous qui te recevons parce que c'est mercredi et qu'il y a plein d'enfants chez toi, donc du coup on a délocalisé l'enregistrement de ce nouvel épisode au 7e étage de la tour de Tip & Shaft à Lorient. On est dans le bureau d'Alain Gauthier qui nous a prêté son très beau bureau. On va passer un petit peu de temps ensemble, on va comme d'habitude explorer ton parcours. On va parler d'abord de ton actualité évidemment. Alors, tu n'as pas fait le Vendée Globe. Tu aurais beaucoup eu envie de faire ce Vendée Globe, mais tu n'as pas pu le faire. Mais tu as quand même pas mal bossé pendant cet hiver. Tu as une polaire marquée groupe Apivia, puisque tu vas travailler avec Charlie Dalin. Raconte-nous ce que fait un concurrent qui avait participé au précédent Vendée Globe, qui aurait voulu faire ce Vendée Globe et qui, du coup, à la sortie de l'hiver, qu'est-ce que tu as fait de ton hiver ? Comment tu t'es occupé et comment tu as préparé la suite en regardant, j'imagine, avec un petit peu d'envie les camarades qui ont fait le Vendée. Mais t'étais déjà dans le coup d'après, t'étais déjà en train de préparer un petit peu tout ça. Raconte-nous ce que c'est que la vie à terre d'un Vendée Globiste qui doit rester à terre. Ouais, elle est pas facile la vie à terre, hein, parce que c'est un mélange de frustration et de se dire non mais je vais pas les regarder parce que en fait j'ai envie d'y être. Donc du coup il y avait des jours où j'étais complètement dingue à regarder la carto et à suivre à fond et tout, et puis d'autres jours où j'essayais de dire non mais tu vas pas suivre le Vendée Globe comme ça tous les jours parce que tu vas te faire mal quoi. Donc voilà, puis c'était un beau Vendée Globe quoi. C'est vrai que je pense qu'ils sont tous beaux, mais celui-là en particulier à suivre était génial. J'avais vécu la préparation avec Sam Davis et puis je regardais un peu la suite parce que j'avais envie de revenir vite sur le circuit. Et du coup, dans ces cas-là, on regarde le truc un peu avec un regard de tu faisais des routages, tu disais si j'étais là, si j'étais eux, j'irais là. T'arrivais à avoir un regard un peu dépassionné et professionnel ou l'implication émotionnelle justement était trop forte? Non, justement, je crois que je me suis dit je vais pas m'impliquer trop professionnellement. J'étais plus sur le côté à vivre le truc comme le public, quoi, pour pas justement réveiller trop ma frustration. Et donc j'étais vraiment dit allez, je prends le spectacle, je regarde comment ça se passe un peu de l'extérieur. Puis en plus, je faisais des chroniques pour les voiliers quasiment toutes les semaines. Donc du coup, il fallait que je refasse sortir plutôt le côté émotionnel de la course quoi. Et du coup j'ai pas fait trop de routage, j'en ai fait quand même bien sûr parce que ça une seule fois par jour, mais ouais peut-être 2 fois par jour. Alors raconte-nous comment une discussion pour devenir l'équipier de Charlie Dalin sur la prochaine Jacques Vabre et puis pour la saison à venir, comment ça se fait un deal comme ça, parce que tu fais partie des gens qui sont bankable en tant qu'équipier. Enfin on peut avoir une carrière d'équipier sans avoir son propre projet. Toi, t'as passé beaucoup de temps avec Sam sur Initiative Cœur. Là, maintenant, tu embarques sur Apivia. Raconte-nous comment ça se fait. Emmène-nous dans les coulisses. C'est Charlie qui t'appelle pendant qu'il est en course et qui te dit, voilà, charge quelqu'un pour la saison prochaine. Comment ça se construit, ça? Non, en fait, ça s'est pas fait comme ça. C'est vrai que moi, je suis plutôt... Mais quand on en parle entre nous, c'est toujours un peu pareil. On est assez timide et c'est vrai qu'on n'ose pas trop demander, globalement. Et du coup, on est un peu bête parce que finalement, on demanderait plus. Je pense qu'on naviguerait peut-être un peu plus avec les autres. Et ça se passe que... Pas pendant la course parce que j'estime que une course on est dedans, donc par respect pour les skippers jamais j'enverrai un message à un skipper qui est en course. Mais par contre déjà un début de discussion avec les projets, les team managers pour savoir un peu comment ils s'organisent sur l'année, parce qu'il y avait cette course Tour de l'Europe en IMOCA, donc je me disais pourquoi pas, ça m'intéressait beaucoup de la faire.
Et puis finalement, c'est Charlie qui m'appelle en fait, je sais pas très longtemps après l'arrivée, 15 jours après ou 10 jours après. Et puis il me propose en fait, donc moi j'ai pas réfléchi longtemps, ça s'est fait assez vite. Et dans ces cas-là, on passe un entretien, ou la proposition elle est comme ça, ça te dirait de faire la Jaguar avec moi? C'est aussi simple que ça? Ouais, non, c'est pas, non, parce que je trouve que c'est un peu, non, je suis passé le voir chez lui, et puis on a discuté pendant une bonne heure du projet, voilà, et de savoir vraiment ce qu'il voulait. Et donc ça s'est fait comme ça en fait. D'accord. Et toi, tu continues à construire un projet personnel à côté. Il y a une interview à Volley Volley il y a pas si longtemps que ça, il y a quelques semaines, où tu disais à quel point tu étais motivé pour faire la prochaine Ocean Race. Comment tu fais coexister les deux? T'as des gens qui travaillent pour toi pour construire ce projet-là. Toi, t'es à fond dans le projet Apivia pendant ce temps-là. Comment t'arrives à construire ça? Ou peut-être que du coup, le projet est peut-être un peu en jachère entre-temps? Non, c'est délicat parce que ça fait maintenant plus de 2 ans en fait que je cherche des partenaires pour faire de l'IMOCA, et ça coûte de l'argent de chercher en fait. C'est vrai qu'on ne s'imagine pas, mais d'avoir des gens qui cherchent, de produire à chaque fois qu'on a un partenaire, un prospect, on adapte un dossier, donc on a un travail graphique, on a un travail de réactualisation, que ce soit des coûts, des programmes visuels, du palmarès, etc. Donc il y a un certain coût, et c'est vrai qu'on est un peu porté par l'euphorie et tout. Puis au bout d'un moment, c'est vrai que c'est difficile, quoi. Donc de toujours chercher, faire des allers-retours à Paris, c'est des billets de train, etc. Donc c'est difficile. Donc c'est pour ça que c'est bien pour moi aussi de pouvoir gagner ma vie déjà, de pouvoir naviguer et pouvoir gagner ma vie. Ça me permet de pouvoir investir sur l'avenir et de pouvoir continuer à prospecter. Et puis aussi, je pense, je suis même profondément convaincu que pour trouver un partenaire, il faut aussi exister sur le plan sportif et médiatique. Donc d'avoir navigué 2 ans avec Samantha et naviguer avec Charlie cette année, pour moi, c'est une super vitrine de ce que je pourrais faire si j'avais un projet quand je repartirai en solitaire. Puis il y a de la formation continue, quoi. Tu continues à apprendre, à développer, j'imagine. Bien sûr. Et puis en plus, moi je suis investi puisque je fais partie du conseil d'administration de l'IMOCA, donc c'est vrai que ça me prend beaucoup de temps bénévolement, mais en même temps d'être dans l'histoire, de savoir ce qui se passe, de savoir le programme, les bateaux, les évolutions techniques. Ces bateaux-là, ils évoluent extrêmement vite, quoi. Et je me rends compte par rapport à SMA, le bateau que j'ai quitté à la Route du Rhum, je suis passé avec Sam qui était la première à avoir les grands foils. Là, à Apivia, c'est un bateau neuf qui a été développé. Donc, c'est des bateaux qui se complexifient, qui changent, qui évoluent au niveau électronique aussi, au niveau logiciel de routage, de météo, etc. On se rend compte que si on perd 6 mois, qu'on perd le contact pendant 6 mois, c'est très long de revenir, quoi. Donc, c'est 6 mois ouais, je dirais 6 mois sans naviguer. Un an, c'est trop. C'est sûr qu'un an, c'est trop. Un an, on est largué. Alors, ça se rattrape. Mais... Donc, c'est dire le rythme d'innovation qu'il y a en ce moment dans une classe comme l'IMOCA, quoi. Ouais, il y a le 1 an sans être dedans, et puis il y a aussi le côté naviguer. C'est-à-dire que faut naviguer, faut pas forcément sur le support IMOCA, mais faut naviguer parce que c'est pareil. On a besoin de sensations, on a besoin d'appréhender les choses, un grain qui arrive, etc. C'est des sens qu'on a en nous, et en fait, on se rend compte que c'est très important de ressentir les choses. Faut pratiquer, quoi, tout bêtement. Faut pratiquer énormément. Ouais. Alors du coup, ton objectif, en dehors de la saison qui arrive avec Apivia, ton objectif reste de participer à la prochaine édition de The Ocean Race, qui du coup a été décalée. Ou est-ce que maintenant c'est le Vendée Globe? Qu'est-ce que tu vends du coup? Moi, mon objectif, c'est de naviguer. Je trouve que la classe IMOCA est aujourd'hui ce qui fait le mieux. Après, personnellement, c'est un bateau un support que je commence à maîtriser. Donc pour moi, c'est plus facile d'aller sur ce circuit-là. Et puis ça offre bon, je vais pas essayer de faire trop mot commercial, mais je trouve que le coût, le rapport qualité et retour sur investissement, il est hyper important. On l'a vu sur le Vendée Globe, là, les chiffres ont été vraiment extraordinaires. Alors après, Ocean Race ou Vendée Globe, je dirais que moi, ce que je veux, c'est naviguer sur ces bateaux. Donc, je trouve que de pouvoir faire plein de courses avec le même bateau, c'est plutôt malin. Et je fais partie de ceux qui veulent plus naviguer et peut-être passer un peu moins de temps aussi. Pas en chantier, mais j'ai envie de faire beaucoup de courses parce que je trouve que c'est sympa de garder le rythme. Donc le scénario idéal, c'est que tu trouves un budget, tu fais construire un bateau, tu fais The Ocean Race et après le Vendée Globe. Et après le Vendée Globe, ça ce serait pas super. Mal. Mais la Route du Rhum, c'est bien aussi. Hein. Oui, par contre, avec le décalage, on peut plus faire les deux. C'est compliqué, ouais. Tu es aussi assez investi dans les enjeux environnementaux depuis assez longtemps. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que l'Échappée Bleue, qui est un projet que tu as lancé en début d'année, enfin il y a quelques semaines? Ouais, alors l'Échappée Bleue, en fait, c'est presque 10 ans de réflexion. Ça fait 10 ans que j'accompagne en fait l'ONG Surfrider Foundation qui s'occupe en gros de
la protection des océans et des milieux aquatiques. Donc au sens large, ouais. Au sens large, c'est-à-dire que rivières, lacs, etc. Et quand j'avais commencé de manière un peu professionnelle en course au large, j'avais voulu m'impliquer. Je me dis bon là j'ai un peu de temps et je vais essayer de m'impliquer pour l'océan parce que je trouvais que c'était vraiment la cause qu'un marin devait défendre, quoi. C'était vraiment pour moi important. Et puis finalement, on se fait embarquer un peu dans ces projets sportifs, etc. On fait quelques nettoyages de plage par-ci par-là, on prend la parole et c'était super. Mais la pause confinement l'année dernière, le fait que je sois aussi une année de transition, que j'avais pas de partenaire, je me dis j'aimerais bien faire quelque chose en plus, quoi. C'était le moment où on venait de créer la vague aussi un peu avant. Je me dis ouais, c'est vrai qu'on parle, on a tous plein d'idées, mais finalement voilà, j'aimerais bien monter quelque chose de voilà, qui soit vraiment concret, qui soit efficace et tout. Et puis ça me trottait dans la tête déjà avec Surfrider, on se voyait beaucoup et je me suis dit finalement quelque chose qui me ressemble, quoi, faire quelque chose dans lequel je vais être à l'aise. Moi j'ai plutôt une formation d'enseignant, donc de transmettre aux enfants. Avant de faire de la course au large, j'ai été coach des jeunes. Et puis je viens de la région parisienne et je me dis finalement pourquoi moi je me sens concerné par cet environnement et finalement pas énormément de gens le sont, quoi, pas assez en tout cas. Et je me dis pourquoi, parce que j'ai la chance, en fait, c'est pas compliqué, je suis tout le temps sur l'eau, j'ai fait quasiment le tour du monde, je me rends compte que la planète elle a ses limites, elle est fragile, etc. Mais quelqu'un qui a pas accès à tout ça, il a pas accès à cette compréhension là, quoi. Et du coup je me suis dit comment aider les gamins, parce que c'est les gamins qu'il faut sensibiliser, c'est de se dire on va leur donner la chance de se rendre compte par eux-mêmes, au lieu de les mettre dans une salle de classe et leur dire c'est ça qu'il faut faire, faut pas jeter, faut diminuer ses déchets, etc. On va les rendre un peu amoureux de l'eau, amoureux de tout ce qui est mer, mais que tout ce qui est aquatique. Et donc on s'est dit on va proposer des séances de voile aux gamins qui partent pas en vacances. Et grâce à cette implication dans le sport, on va amener des ateliers de surfrider pour comprendre les enjeux de pollution qui viennent de la terre et qui vont vers la mer. Donc on s'occupe de prendre des gamins qui sont plutôt loin de la mer, de région parisienne, mais c'est aussi on fait Bordeaux, on fait Pau, on fait Montélimar cette année. Et puis on leur fait faire de la voile près de chez eux pour leur montrer qu'en fait on peut faire de la voile partout. Ça c'était important aussi parce que c'est un sport qui est assez génial pour ça. Contrairement au surf où il faut des vagues, la voile on peut la pratiquer sur des lacs, sur des mares même, je dirais, sur des canaux, sur plein de choses. Et puis on va les emmener quand même à la mer à la fin parce que c'est la récompense et que c'est aussi l'aboutissement malheureusement des pollutions qui finissent là-bas, quoi. Et c'est celle qu'on veut pas avoir sous le nez, quoi. Donc c'est à la fois leur faire découvrir une pratique à laquelle ils n'ont pas accès et en même temps les sensibiliser à l'espace qu'ils ne connaissent pas et donc aux enjeux environnementaux qu'il y a sur cet espace-là, quoi. Parce qu'ils n'ont pas forcément conscience de la pollution de la mer ou de la nécessité de la protéger puisqu'ils n'y vont pas. Exactement. Et puis ce qu'il y a en mer, on le voit plus, quoi. Et c'est vrai qu'il y a ce côté aussi dans l'eau, une pollution dans l'eau, on la voit pas forcément. Et d'essayer de comprendre un peu, en fait, comprendre que l'eau est vivante. Ça, c'est assez intéressant, c'est que on fait aussi de la science participative, on regarde de l'eau et en fait, on se rend compte que dans un litre d'eau, il y a des milliards de petits planctons qui sont là, qui fournissent la moitié de l'oxygène qu'on respire. C'est des petites choses qu'on commence à savoir, mais tout le monde ne le sait pas. Et finalement, grâce à la pratique, alors on l'a toujours fait ça en fait, mais je pense qu'aujourd'hui dans notre société, on a une petite tendance à pas être assez dans la pratique. On se détache beaucoup des vraies choses et l'idée c'est de pouvoir, c'est pour ça s'échapper un peu de cet intérieur qui nous oppresse un peu en ce moment. Ouais, surtout en ce moment. Toi, tu penses ça depuis assez longtemps, hein. Ça fait longtemps qu'il y a le petit autocollant Surfrider à l'arrière de tes bateaux. T'es engagé sur ces problématiques-là qui sont devenues presque génériques aujourd'hui. Et toi qui vends des projets, du coup, est-ce que tu as le sentiment que c'est aussi quelque chose que les sponsors et que les entreprises qui vont financer les projets de course réclament désormais des marins, ce type d'engagement sociétal, environnemental, social on a vraiment l'impression que c'est quelque chose que vous tous, d'une manière ou d'une autre, vous commencez à porter et que ça devient il y a une sorte d'obligation presque marketing, mais il y a aussi presque une obligation morale. En tout cas, les boîtes aujourd'hui, elles vous le demandent presque à tous, quoi. Oui, je dirais que c'est assez récent en fait. C'est-à-dire que on se doutait bien qu'elle voulait y aller. Il y a eu une période où on parlait beaucoup de greenwashing et du coup il y avait cette peur du greenwashing. Moi je l'ai beaucoup ressenti. Mais il y a quand même un côté où le côté ce qu'on appelle sustainability, où c'est quelque chose de nouveau qu'on maîtrise assez mal et qui angoisse un peu tout le monde parce qu'on sait pas vraiment par quel bout le prendre, quoi. Et il y a presque une peur de prendre la parole sur ces sujets-là parce qu'on dit si on en parle,
on va nous reprocher ci, on va nous reprocher ça, etc. Et c'est pour ça que moi j'aime bien Surfrider, j'aime bien ce projet parce qu'on ne parle pas que de ce qui va pas. Je pense que tant qu'on parle de ce qui va pas, on n'arrivera jamais à avancer, quoi. Et il faut qu'on parle de ce qui va ou de ce qui pourrait aller mieux et du coup des solutions, des actions. Il faut qu'on remette du concret. L'humain, il a du mal avec tout ce qui est process, tout ce qui est pas concret, quoi. Et je pense qu'on vit une période un peu de transition, mais les grosses boîtes, elles sont pas encore très à l'aise avec ces sujets-là. Mais on sent que la pression monte quand même. La pression monte. Elles ont des obligations légales, elles ont la pression des consommateurs, il y a tout ça qui se met en place quand même. Mais on vit dans une période, moi, que je trouve assez géniale. Hein. Parce que je pense que moi, je suis entrepreneur, mais je fais pas de l'innovation ou des choses comme ça. Mais je pense que on vit une période où tout est à inventer, quoi. Tout est à inventer et il y a plein de trucs qui peuvent être assez géniaux dans une nouvelle manière de construire, de consommer, et je trouve que c'est super intéressant. Mais c'est vrai que les sponsors historiques de la voile sont plutôt des gros groupes et qui forcément mettent du temps à changer et à prendre ces nouvelles mesures-là. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe, mais pour l'instant, c'est vrai que sur le dernier Vendée, quasiment chaque bateau avait une cause, que ce soit sociétale, environnementale, caritatif. Mais donc c'est nouveau, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. Mais c'est le début, et je pense qu'on voit un projet qui est très novateur, c'était celui de Thomas Ruyant, que j'ai trouvé là vraiment pour le coup nouveau. On n'aurait jamais imaginé ça il y a 4 ans, quoi. Donc là, c'est un sponsor Thomas, qui donne en gros son nom et son espace sur le bateau au profit d'une cause, d'une association qui s'appelle Linked Out et qui a pour objectif de faire embaucher des gens en faisant en sorte que les gens qui participent à l'association partagent leur réseau pour retrouver du travail à ces gens-là qui sont plutôt des gens qui étaient dans la rue ou qui étaient exclus, quoi. Ouais, ce qui est nouveau, c'est que le sponsor s'efface derrière un nom. À la limite, ça a déjà pu arriver, mais on était plutôt sur du médical, type Initiative Cœur ou caritatif, des choses comme ça. Là, Linked Out, on est sur un sujet qui est quand même un peu différent. Et je trouve qu'on va vers des sujets qui sont plus intéressants et qui, justement, vont permettre justement une diversité dans la flotte où on n'est pas là juste pour dire, bon, ok, je me donne bonne conscience, je soutiens une petite association, etc. On voit bien que ce soit Initiative ou Linked Out, c'est un vrai projet. Tout le projet est tourné autour de ça, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment... c'est ce qui donne du sens, mais même jusque dans les équipes où la motivation vient de ce projet-là, quoi. C'est super intéressant. Alors on va faire le petit flashback habituel, enfin le grand flashback même si t'es pas très vieux, t'as 39 ans le 17 mai, non pas très longtemps. Donc on va faire un petit flashback. Et ce qui est intéressant, comme toujours dans les marins qu'on reçoit dans Into the Wind, c'est que au final on n'a pas beaucoup de flashbacks qui restent en Bretagne, on a beaucoup de flashbacks qui repartent ailleurs, dans des contrées éloignées de la mer. Et toi, c'est clairement le cas, parce qu'on va partir en région parisienne. On va partir en région parisienne au début des années 80, où tu nais, et explique-nous comment naît la vocation de marin qui va t'arriver au fur et à mesure. Bah ouais, je nais comme tout le monde, mais comme beaucoup de gens en région parisienne. Alors, je précise, juste, je vais essayer de moins couper la parole, je vous assure. Je t'ai interrogé avant pour être sûr de bien prononcer ton nom, parce que moi, j'étais persuadé que tu étais breton, et qu'on disait Meyat en bon breton avec la bonne prononciation. Et en fait, pas du tout. T'es parisien. Je suis né dans le 92. J'ai vécu quasiment 10 ans dans le 95, Val d'Oise, puis après dans le Val-de-Marne. Donc, en fait, je peux pas dire que mon premier club ait été Conflans-Sainte-Honorine, parce que, en fait, je veux pas tricher, je suis obligé d'être honnête. J'ai quand même découvert la voile en Bretagne, parce que mes parents faisaient partie de la génération voile démocratisée un peu post-Tabarly, donc fin des années 70. On avait un grand cap et déjà tout bébé, donc je suis né le 17 mai et en gros l'été j'ai passé sur un petit bateau et j'avais 2 ans, on est parti en Corse par le canal du Midi avec la traversée, donc voilà, bercé tout petit, là un peu comme on va dire beaucoup de marins. Mais par contre j'ai vécu en région parisienne jusqu'à mes 25 ans et un peu avant. J'étais pas très assidu à l'école à la fin, donc j'allais beaucoup en Bretagne. Les week-ends se transformaient en semaines. On en reparlera après. Et du coup, j'ai commencé le dériveur, par contre, et les compétitions sur le lac de Conflans-Sainte-Honorine, en optimiste, assez tard, en fait, vers 12 ans, 11-12 ans. Parce que, en fait, à un moment donné, faire les allers-retours en Bretagne, c'était trop espacé, quoi. Et on s'est dit, on va essayer de faire de la voile à Paris.
ça nous paraissait pas naturel au début. Et puis finalement, je me suis bien pris au jeu. Mais parce qu'il y a déjà tout de suite, il y a la passion. Ou c'est des vacances comme les autres et c'est d'abord une pratique de vacances. Parce que d'après ce que tu dis, t'as envie de continuer en rentrant des vacances, quoi. Ah ouais, non, c'est la passion. Puis c'était les vacances, ça se transformait parce que mon père était quand même vraiment mordu et ça se transformait en week-end. Et je me rappelle, on partait le vendredi soir. Je me rappelle plus trop de la route parce qu'on dormait. Mais on partait des week-ends naviguer. On arrivait à 3 heures du matin. À l'époque, c'était un petit mouillage qu'on avait dans l'Avenne que mes parents avaient racheté au Guillou. Donc voilà. Avant d'être né, on était déjà copains avec Damien Guillou. Et je me réveillais le matin, on partait au Glénan, on arrivait le samedi midi, peut-être au Glénan. Et puis on repartait le dimanche matin, et puis on rentrait à Paris, quoi. Donc c'était. Mais tout de suite, il y a une passion très importante parce que je me rappelle, à ma chambre, il y avait des posters de bateaux partout. Je loupais pas un salon nautique. Voilà. Mais je vivais un peu la course au large comme beaucoup de gens la vivent aujourd'hui. Et c'est pour ça que du coup, je me rends vraiment compte de ce que c'est c'est une vraie passion que j'avais petit, quoi. Le fan, tu vois ce que c'est que le fan qui voit la course de loin et qui ne peut que la vivre que par procuration, quoi. Ouais, je l'ai même revécu cette année, pour te dire. Il y a quand même un papa qui est particulier parce qu'il prend le départ du Mini Transat en 93. Il a un rôle quand même d'influence qui a l'air de... C'est une question qui a l'air non négligeable. Hein. Ouais, non, mais bien sûr. Et avec qui tu as fait une course tout récemment? Ouais, mon père, il a eu beaucoup de métiers différents. C'est un entrepreneur, fonceur, et c'est vrai que j'ai forcément récupéré ses traits de caractère. Quelqu'un pour qui rien n'est impossible, quoi. Et c'est vrai que ça m'a donné des perspectives quand j'étais plus petit. Il s'est lancé en 93 sur la Mini où la première étape avait été annulée. Et il a dématé un peu après je dirais premier tiers de l'Atlantique après l'escale à Madère. Et c'est lui qui nous a en fait. Ma mère adore le bateau aussi. La passion de la voile, c'est mes parents, mais là, lui, c'est de la compétition. Et la première course, c'était les Tours d'Uf, quoi. Les Tours d'Uf petits, le Tour du Finistère, j'en ai fait. Je sais plus combien. Je crois que je suis à plus de 23 ou 24 parce que après j'en ai refait plein derrière avec les copains, mais entre mes 10 et mes 18 ans, j'ai dû en faire 7, quoi. Et je suis même pas sûr d'en avoir loupé un. Donc, c'était vraiment le rendez-vous de l'été. On avait un First 30 au début, après un Finning 850 spécial. Et ouais, c'est mes premiers souvenirs de régate. Parce qu'après, du coup, tu as le droit de piquer le bateau de ton père pour faire de la régate? Ou tu cours avec lui tout le temps Ouais, non, je cours avec lui jusqu'à. Mais c'est vrai qu'assez jeune, je me suis un peu éloigné, parce jusqu'à 15-16 ans. Et puis après, avec Damien Guillou, on s'est acheté un Gypsy Plus, on n'avait pas 18 ans. Et je me rappelle qu'on a fait, à partir de là, on a repris le relais, on a fait le Tour d'Uf. Une transmanche mémorable d'abord, où je me rappelle, c'était ma première vraie course un peu au large. On devait avoir 18-19 ans, peut-être. On savait même pas comment. Alors le rail, il est où? Comment ça se passe quand on croise quand on traverse un rail? On demandait un peu aux gens sur le ponton et tout. Puis dans la jauge de la course, il fallait je me rappelle encore. Je sais plus qui était jaugeur. Et il fallait un système électrique cohérent. Il y avait écrit. Et en fait, nous, il y avait rien sur le bateau. C'est-à-dire qu'on avait le bateau, il y avait pas d'électronique du tout. Il y avait rien du tout. On avait un GPS portable avec 2 piles de rechange. Et puis, du coup, on avait démonté la batterie de la voiture. On avait coupé 2 fils. Et on avait mis une ampoule. On avait trouvé une ampoule. On avait scotché le tout. Et puis on avait un fil qu'on touchait et ça allumait l'ampoule. On avait dit, est-ce que c'est cohérent? Et du coup, on avait eu le droit de prendre le départ. Il y avait des feux de tête de bas quand même. Il y avait des feux à pile. On avait des petits feux à pile. Idéal pour traverser le rail. Et finalement, au retour, on avait pris un front, on avait pris 30 nœuds au près sur le Gypsy et tout. Et c'est vrai que c'est là, on se dit, ouais, je vais faire ça longtemps quand même. Enfin, je vais essayer d'en faire le plus possible parce que c'est quand même bien marrant. Et tu apprends la régate, parce que du coup, sur le lac de Conflans-Sainte-Honorine et après sur le lac de Créteil, j'ai lu des papiers où tu remerciais ton entraîneur. Il y a même une photo où tu poses avec ton entraîneur avant le départ du précédent Vendée Globe. Tu vas apprendre la régate sur les lacs, quoi, de région parisienne. Oui, parce qu'en fait, en habitable sur les tours du Finistère, etc., j'étais forcément à 10 ans, on nous met comme sur chaque bateau, on va le mettre au piano, lui, et puis. Mais en fait, c'est assez drôle parce que j'y repense, mais quand j'avais 10 ans, j'ai eu une chance énorme sur
mon père avait racheté le Mini d'Éric Drouglazet pour faire la Mini de 93. Et du coup, pendant un an, c'était une époque où ça naviguait beaucoup en équipage, en Figaro, c'était le Figaro 1, à Bastac. C'était vraiment le début, 92, ça devait être 92. Et il y avait une jauge de poids. Et du coup, moi, je faisais 30 kilos, je me rappelle. Et du coup, j'avais fait le national, j'avais fait le Spi West, l'Obélix, donc les courses en équipage avec l'équipage d'Éric Drouglazet, quoi. Ah oui, qui à l'époque était un cador, hein. Ah bah ouais, on avait fait des podiums, enfin ouais, on était devant, et à cette époque-là, je me rappelle, je connaissais tous les bateaux par cœur parce que forcément, je faisais pas grand-chose sur le bateau, mais du coup, j'allais sous le vent parce que comme j'étais pas lourd, je leur disais si c'est les tribords, si ça passait, etc. Je disais bah là il y a Misdèche qui arrive en tribord, là il y a ce qui n'est pas une petite responsabilité. Il y a Bilou qui passe, etc. Et ouais, c'était génial d'avoir pu vivre ça parce que finalement, même si je comprenais pas tout, forcément ça doit trotter un peu dans la tête, puis ça. Mais finalement, j'avais pas appris la compétition, c'est-à-dire que j'avais pas eu de cours de voile jusqu'à ces moments-là. Peut-être un stage l'été ou des choses comme ça, mais j'ai commencé la compète que en région parisienne en optimiste. Ouais. Avec, donc à Conflans-Sainte-Honorine et puis très vite à Créteil. Donc il y avait un CDV, le comité départemental de voile du 94, qui était, l'entraîneur c'était Erwan Lelay, et qui m'a accompagné pendant 3 ans, puis après le début du laser, etc., avec toute une dynamique. On allait s'entraîner au Havre. Donc en fait, Alors parce qu'il faut parler un petit peu du plan d'eau de Créteil, sur laquelle Ouais. j'ai moi-même eu la chance de naviguer un 1er janvier, il y a bien longtemps. C'est la seule fois où j'ai fait de la planche à voile là-bas. C'est quand même assez improbable. Enfin, c'est entouré, il y a la préfecture d'un côté, des immeubles, des barres d'immeubles de l'autre, l'autoroute qui passe pas loin. C'est un endroit, on se dit il y a de bien meilleurs endroits pour apprendre la compétition. Ouais, c'est incroyable parce qu'on pourrait imaginer. C'est un gros club, mais hein. Là, c'est mal vendu quand même, je trouve, parce que Oui. parce que quand on y est, en fait, on se retrouve quand même entouré de buts et c'est assez vert et le lac est assez joli quand même, je trouve. Enfin, c'est vraiment très sauvage tout autour. Bon, par contre, le vent, c'est ce qu'on disait toujours, c'est que quand il y en a un qui ouvre sa fenêtre sur l'immeuble, ça fait changer le vent, quoi. Mais ça stimule le sens tactique, on va dire, de naviguer. On naviguait, mais je dirais que Créteil, c'est par rapport au plan d'eau où on naviguait en Île-de-France, c'était immense, quoi. C'était vent stable, hein, par rapport à des régates sur la Marne ou sur la Seine ou des petits plans d'eau où c'est vraiment compliqué, quoi. Et il y a un gros club, hein. L'US Créteil est un club qui est pas. C'est pas un club de quartier, quoi. Hein. Ouais, et puis il y avait une bonne dynamique, surtout. On s'est retrouvés en optimiste, où on était plusieurs à partir au championnat de France. Et finalement, on s'entraînait peu, en fait, quand même. Même si, en fait, j'ai fini par faire mon lycée à Créteil, donc c'était en option voile, on avait quelques entraînements. Mais dès qu'on pouvait le week-end, il y avait des arrangements avec la Ligue Haute-Normandie à l'époque. Et c'était un certain Francis Le Goff qui était entraîneur des optimistes. D'accord. Donc l'actuel directeur de course. L'actuel directeur de la course solitaire, de la Jacques Vabre et de la Route du Rhum. Et de la Route du Rhum aussi, ouais. Et du coup, on faisait un peu de route et après les cours du samedi midi, on partait s'entraîner au Havre. Et là, c'était quand même un gros changement pour nous parce que l'hiver au Havre, faut sortir du port de Plaisance. Ceux qui connaissent un peu le Havre, là, c'est assez chaud parce qu'il y a souvent de la houle et il faut vite repartir après avoir passé la digue, parce qu'il y a les cargos qui rentrent, et quand on est tout petit, dès qu'on a navigué une fois en mer, ouais, c'est un peu chaud, quoi. Je me rappelle des premières interligues où on allait naviguer à Cherbourg. Ma première régate en mer en optimiste, je pars à Cherbourg, je suis juste qualifié, je devais avoir commencé juste avant. Et là, il y avait vraiment, j'imagine, mais il y avait 25-30 nœuds, quoi. On était dans la petite rade. Et j'arrive à la boue au vent et à la battée ou je sais pas quoi, je dessale. Et là, il y a une sécu qui vient me chercher, qui m'accroche à une tonne les grosses tonnes qu'il y a dans la petite rade. Et j'ai passé la journée accroché à ma tonne, avec la voile qui me passait au-dessus de la tête, jusqu'à temps que quelqu'un vienne me chercher parce que je pense qu'ils avaient pas assez de sécu, etc. Et c'était mon premier jour de régate en mer. Et je me suis dit, bon, si t'as survécu à ça, c'est que ça va aller. Et c'était pas un sport étude, quoi, mais c'était un lycée avec une option voile. Alors ça, ouais, c'est à Créteil à la fin. Au début, j'étais dans le 95, près de Cergy-Pontoise. Et à Créteil, c'était une option voile, ouais. D'accord. Ouais, là, c'était super parce que, déjà, ça donnait des points au bac. Donc ça, c'était bien. Et puis, on avait un projet. C'était, le projet qui était vraiment sympa, c'est qu'il y avait le championnat de France universitaire, qui était en laser. Et comme il y avait dans le même lycée, des gens du club,
on était performants, on avait fait podium, on avait fait deuxième, je crois. Donc c'était super. Et puis on avait le trophée des lycées en classe 8. Et ça, c'était bien. Donc il y avait le stage de classe 8 à Quiberon, qui était forcément pendant le temps scolaire, je crois. Hein. Donc ça, c'était pas mal parce que bon, j'aimais bien l'école, mais j'aimais bien faire du bateau aussi. Et tu vas faire toute la filière classique, c'est-à-dire optimiste, 420, laser Ouais, j'ai pas fait 420 parce que je sais pas pourquoi. C'est parce que le club était plutôt laser et puis j'avais un bon gabarit quand je suis sorti d'optimiste. J'étais grand déjà et du coup j'ai fait laser. Et pareil, au début de laser, aller s'entraîner au Havre. Là, c'était Didier Desrands qui entraînait à l'époque. Et puis finalement, là, la bascule a été intéressante, c'est que j'en ai fait, pareil, hein, toujours un peu le même rythme. Et puis on propose un stage franco-allemand. J'avais 18 ans, je crois, 17-18 ans. On part en Allemagne faire une Europa Cup de laser. Et on se retrouve 2 Parisiens et puis des Rochelais. Je sais pas pourquoi, c'est nous qui avions été pris. Et dans ces Rochelais, c'est des Rochelais du pôle. Et en fait, Yves Guiton et il y a un pôle français à La Rochelle. À l'époque. Et finalement, on sympathise. Et puis voilà, moi, j'étais vraiment motivé par... je cherchais un peu le petit déclic qui allait me dire, bon, c'est bien Paris, mais j'aimerais bien faire un petit peu plus, quoi. Et finalement, je me retrouve à faire du laser, à être pris au pôle de La Rochelle en laser standard l'année d'après. Donc là, ça... Pas mal pour un gars de Créteil. Ouais, et là c'est sûr que le gros changement, quoi. Donc là, c'est la muscu, les entraînements. Donc je faisais des allers-retours. Au début, j'y allais le jeudi soir pour naviguer 3 jours, et puis après j'y allais le mercredi soir, et puis après j'y allais le mardi soir, et puis après j'y allais toute la semaine. Et je passais mes examens en septembre. Et voilà, c'était. Et tu faisais tes études à Paris ? Ouais, j'étais en STAPS en fait. C'est vrai que ça me demandait pas énormément de travail sur les premières années. Donc c'était François Le Castrec qui s'occupait de nous. Et je dois faire 6-8 mois avec eux, et à la fin de l'année, je gagne le championnat de France à Martigues en fait. Enfin jeune, hein, de moins de 20 ans. Là. Et ouais, je me dis bon là, c'est sûr que c'est super. On va peut-être pouvoir faire quelque chose d'intéressant, quoi. Et ça, cette trajectoire-là d'un jeune Parisien, il y en a eu beaucoup dans les clubs franciliens ? Ouais, il y en a beaucoup quand même. Ouais. En voile olympique, il y a beaucoup de Parisiens. En fait, on se rend pas compte, c'est que déjà Paris, c'est beaucoup de gens. Donc, et beaucoup de gens qui sont pour le boulot et qui sont fans de bateaux, qui ont des enfants, et ces enfants-là, ils font du bateau, quoi. Et notamment, c'est assez drôle, là, vers Cergy-Pontoise. J'habitais à Jouy-Moutier quand j'étais petit, donc c'est tout petit. Hein. Et on était plusieurs, dont Jérémy Mion, qui part au jeu, champion du monde de 4-7. Et Kevin Péponnet. Plusieurs comme ça à se retrouver de région parisienne à faire du haut niveau en voile olympique, quoi. Donc c'est vrai que c'est assez sympa de voir ça, quoi. Et en course au large aussi, finalement, je pense qu'il y en a pas mal qui... En fait, on est quand même un sport à maturité assez tardive, et on peut commencer tard, quoi. Enfin, moi, je suis pas l'exemple qui est commencé tard, mais il y en a tellement. Hein, quand on en parlait tout à l'heure de Jan Lipinski, ou même Johan Richaume qui a commencé quand il était à Southampton, quoi, la course. Il avait 20 ans, quoi. Mmh. Et toi, tu te dis, dans tes rêves les plus fous, c'est je veux faire ce métier-là. Tu te projettes à l'époque, ou tu prends un peu les choses comme elles viennent ? Moi, je prends les choses comme elles viennent, je pense. Je suis très motivé parce que je suis un compétiteur. Donc finalement, j'ai l'impression que quel que soit le truc qu'on me donne dans les mains, en fait, j'adore Mais à cette époque-là, je m'en rends pas forcément compte. Ce qui me plaît, moi, c'est l'univers de la course au large. C'est la mer, et en fait, je me rends compte assez vite que la voile olympique, c'est très éloigné de ça. On est plutôt dans un sport comme en stade normé. Et finalement, moi, ce que j'avais peut-être découvert inconsciemment petit, les tours d'UF, tout cet univers-là, on est très éloigné en course au large, en voile olympique. Donc, je garde toujours un peu j'essaie d'en faire à côté, quoi. C'est-à-dire que du coup, voilà, je continue à faire mes tours du Finistère. Donc, à la fin du laser, je commence à accéder un peu au Tour de France à la voile. À l'époque, il y a le projet Île-de-France. Donc, je commence à goûter à ça, et inconsciemment, je veux pas me le dire, mais je sens que je préfère ça, quoi. Et la voile olympique, pour moi, c'est un peu trop fermé, un peu tout le temps pareil, beaucoup de routine. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, j'arrête le laser.
au bout de 4 ans. Et je repars pour 4 ans en 49er, en fait. Et alors les 4 ans de laser, il y a quand même un objectif de jeu ou Ouais, il y a un objectif de jeu, mais je suis jamais. En fait, il y en a qu'un qui va. Hein, donc ça veut dire que pour être dans l'objectif des jeux, il faut déjà être au moins dans les 3. Et moi, je suis jamais dans les 3. C'est-à-dire que je suis pas mal, je suis bien, mais je fais des bons résultats, mais pas réguliers, quoi. J'ai un problème de gabarit aussi. Je suis un peu léger. Donc j'ai un moment, je fais des prises de poids, j'essaie de faire beaucoup de muscu, etc. Mais il y a du coup, je me blesse un peu. Et puis puis c'est un âge aussi où on réfléchit beaucoup, on se pose des questions. Et finalement, à ce moment-là, je me dis, bon, c'est le laser, je vais essayer quelque chose qui est un peu différent. Et finalement, en fait, j'étais trop enfermé. J'aurais déjà dû, mais la course au large, il faut pouvoir... c'est compliqué, la course au large, parce que là, en voile olympique, on a un club qui nous soutient, un département, tout un système qui est mis en place, qui était super. Ça m'a permis de faire mes études, ça m'a permis aussi d'acquérir une rigueur de travail, une méthode... du toucher de barre, la tactique. Ouais, c'est sûr que c'est une super école, quoi. Je regrette pas du tout, parce que le côté sensitif, même aujourd'hui, on voit les bateaux sont quand même très compliqués, et de sentir pouvoir naviguer sur un foil ou des choses comme ça. Quand on a fait du 40 ou du laser, c'est sûr que c'est quand même plus facile. Alors, avant de basculer complètement dans la course au large, donc tu vas faire un peu de 49er quand même. Ouais, un peu de 40, et à l'époque, c'est à l'époque Morgan, en fait. Morgan naviguait avec La Gravière. Morgan Lagravière, Damien Guillou avec Alexandre Monteau. Et moi, je naviguais avec Mathieu Bourdet. Mathieu Bourdet, qui est maintenant chez Dimension Polluant, donc ceux qui font qui font des voiles connaissent bien, qui a fait une mini aussi. Il y a, je sais pas si c'est la dernière ou celle d'avant, je me rappelle plus. Et donc, on navigue à peu près 4 ans ensemble à l'ENV. Donc, moi, je suis très content, parce que déjà, du coup, je vis à ce moment-là, je vis plutôt à Brest. Je me rapproche de la Bretagne, et puis avec Mathieu, c'est une super histoire, parce que le Fortis, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est naviguer à deux, quoi. Et moi, j'avais toujours navigué en solitaire. Donc là, forcément, le projet à deux, il est parfois plus dur, parce que faut naviguer avec l'autre, il y a des compromis à faire, etc. Mais il est hyper enrichissant. Donc c'est un super truc. On navigue. Le problème, c'est qu'on n'arrive jamais à naviguer assez, quoi. Parce que moi, je fais mes études, ce qui sont un peu plus difficiles, parce que c'est la fin, donc on commence à être sur des maîtrises, etc. Donc il y a un peu plus de boulot. Et puis Mathieu, il est en école d'ingénieur à l'INSA, donc c'est pareil, c'est prenant. On n'a pas beaucoup de budget, mais on fait des bons résultats, et on est loin d'aller au jeu aussi, mais on se fait en plaisir. On fait des super perfs, quoi. Dans la brise, on naviguait avec les meilleurs mondiaux sur des manches, etc. Donc c'est une période. Et puis en termes de voyage aussi à cet âge-là, je me rappelle de championnat du monde à Moscou, de championnat du monde à Athènes, où on traverse l'Europe en camionnette. Avec les Fortis en bord. Avec les Fortis, en passant par Kiel, et on a quoi? On a 22 ans, 23 ans. Ouais, c'est des super souvenirs, parce que et naviguer dans des plans d'eau super, le bateau est quand même assez génial, parce que aujourd'hui, ça nous paraît peut-être un peu moins rapide, mais à l'époque, ça allait à plus de 20 nœuds quasiment tout le temps au portant. C'est des bateaux qui sont surtoilés. Et par contre, il faut naviguer, si on navigue pas 15 ou 20 jours par mois, c'était rédhibitoire, quoi. Ah oui. Et c'était difficile de naviguer autant. Pendant toute cette période-là, tu vas continuer à planter les graines dans la partie course au large, en fait. Ouais, parce que toujours le milieu de copains, que je ramène un peu toujours tout autour du Finistère, mais c'est pour moi, c'est un peu quelque chose qui a rythmé un peu ma carrière, et on s'achète ce Gypsy Plus. À la fin de cette période Forti, on s'achète un Halfton que j'ai toujours. Un bateau d'ailleurs, c'est assez drôle, parce qu'on allait faire des régates en Angleterre, parce que l'Angleterre est un grand pays de 49ers, et on partait faire des régates à Weymouth, qui était c'était avant que ce soit le plan d'eau des Jeux Olympiques. Et au retour d'une régate, en attendant le ferry, on va faire un détour, et on va à Humble visiter donc ce Rob Humphrey, qui était jaune à l'époque, et on l'achète en copropriété avec Damien Guillou. Et finalement, c'était en 2003, je crois. Et donc, on avait 21 ans, ouais. Et avec ce bateau-là, on va faire des tours d'UF, et c'est plus un Gypsy Plus, quoi. Et là, ça commence à être plus sophistiqué. Plus sophistiqué, au niveau manutention et au niveau chantier. On commence donc un gros chantier. On fait le chantier à l'ENV, je me rappelle.
Et là, toute une bande de copains qui se crée, et voilà, on crée son stock de valeur avec tous ses copains, et on commence à faire des régates, on fait Tresco, on loue le bateau à l'EDEC, transmanche en double, et là, je commence à me dire, ouais, là, c'est quand même pas mal. Et là, c'est le début aussi du Tour de France à la voile, qui permet aussi de commencer à rentrer. Donc, le projet Espoir Île-de-France, je crois que c'était la première année, je me rappelle plus. Je crois que c'était avec Mathieu Rouanette. C'est Jimmy Pain. Jimmy Pain, qui est mes premières rencontres avec Jimmy, député depuis. avec qui on a fait. Après ça, on en a fait un paquet de tours ensemble. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me demande un peu comment les jeunes peuvent découvrir ça, la course au large. Enfin, c'est l'une des grandes questions avec la suppression des épreuves côtières du Tour de France. C'est que le Tour de France, c'était alors mes 4 ou 5 premiers Tours de France, je les ai fait en camping. Enfin, c'est vrai que c'était comme ça, quoi. On n'avait pas forcément beaucoup de budget, mais moi, on m'avait dit, bah, tu vas faire la nave, quoi. Et c'était Maxi à l'époque, mais j'avais aucune idée de comment on faisait un routage, etc. Donc, mais par l'expérience de toutes les courses que j'avais faites, c'était un peu au feeling, etc. Donc, bah, j'ai fait des belles conneries, mais aussi des belles manches et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai appris et avoir des responsabilités, en fait, sur des bateaux. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, je trouve que c'est quand même plus compliqué. Tout c'est un peu plus professionnalisé, quoi. Puis il y avait un brassage d'amateurs, d'étudiants, de pros. Il y a eu des équipes, il y a eu des Néo-Zélandais, il y avait tous les figaristes qui venaient faire des piges parce qu'ils connaissaient bien le coin. Il y avait un énorme brassage de culture et de talent, quoi. Et il y a aussi, un brassage, mais un vrai brassage, c'est-à-dire que à terre, c'était une communauté, le Tour de France, quoi. Et je vais pas m'éterniser sur les soirées, etc. Mais n'empêche que ces moments-là, ce qui s'est passé pendant ces soirées reste dans ces soirées. Ces moments-là, c'était des moments où, moi, je me rappelle, j'avais 20 piges et je discutais, je me retrouvais à côté de Sébastien Audigan, qui racontait son Jules Verne avec Kersozon, quoi. Et ouais, c'était des super moments. Et à cette même époque, Damien, il achète un mini aussi, et je commence à pouvoir faire un tip top, et j'ai fait une régate de mini. Voilà, c'est un peu le début de tout ça, qui finalement vont à un moment donné à l'arrêt du Forti, et où je vais faire un peu plus de course au large, quoi. Alors comment se passe la bascule sur le circuit Figaro? Donc tu as eu une première expérience en tant que 30 kilos justificatif. Comment se passe? Parce que c'est par là que va se faire l'entrée, quoi. Ouais, il y a un petit truc qui se passe avant, c'est que je pars en Australie à la fin du 49er. Je pars en Australie sans forcément avoir de plan pour naviguer là-bas. Et grâce au Tour de France à la voile, j'avais rencontré Tony Mackenzie. À l'époque, il y avait je sais plus, c'est un bateau du Sud là qui faisait avec les Mackenzie, là, Paul Mackenzie et Tony Mackenzie. Et du coup, je lui envoie un message, il me fait naviguer à Melbourne, etc. Et puis, je me retrouve à être pris parce qu'il y a eu un désistement, à faire une course qui s'appelle Melbourne-Hobart. C'est pas Sydney-Hobart, mais sur un bateau de 45 pieds. Et on gagne la course. Et là, vraiment super. C'était super expérience, quoi, de naviguer là-bas avec. Toi, t'as connu aussi, hein, mais on prend 30 nœuds dans un sens, 40 nœuds dans l'autre. C'est assez particulier à naviguer. Et au retour, pareil, je me retrouve pris pour un convoyage où je ramène un Maxi 80 qui s'appelait Brindabella jusqu'à Sydney. Et puis, de fil en aiguille, j'ai beaucoup navigué là-bas sur des VOR 60, des bateaux comme ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai mon projet de faire la saison, enfin d'essayer de faire un peu de Figaro. Ça, c'est en 2008. Et là, sauf que j'ai pas l'ombre d'un sponsor. Et là, c'est vrai que cette année-là, elle est quand même très particulière. Je me retrouve à louer un bateau via Jimmy qui connaissait un pharmacien qui avait un bateau, donc je loue pas cher du tout. Mais par contre, le bateau, il est pas du tout prêt. Et je fais la solo Concarneau, j'arrive à me qualifier. Donc là, on est en 2008. On est encore en 2008. Ouais, au printemps 2008. J'arrive à faire la solo Concarneau. Et mon objectif, c'est de faire la Cap Istanbul en fin d'année. La solitaire. Bah non, parce que la solitaire, je voyais bien que le budget était important pour faire une solitaire du Figaro. Et la Cap Istanbul, l'avantage, c'est que c'était assez financé. Il y avait vraiment, ça coûtait vraiment beaucoup moins cher à faire. Et puis, j'avais pas envie de griller une cartouche. De bisous. Du tout. Puis j'étais pas prêt, en fait. En août, j'avais vraiment rien, quoi.
Et alors là, par contre, c'est vrai que aujourd'hui, quand j'y repense, je me dis que c'est un miracle que j'ai réussi à être au départ de cette course, quoi. C'est des copains qui ont convoyé le bateau, parce qu'en fait, moi, je bossais. J'étais coach à l'époque de 29er, donc je bossais beaucoup pendant les vacances. Donc des copains qui me convoient le bateau à Arcachon. Et puis un copain qui vient, c'est Félix Pruvot, qui vient faire le préparateur à Nice. La veille je crois une semaine avant le départ, je me retrouve, j'avais plus d'argent sur le compte, donc plus de carte bancaire. Moi, j'avais rien en fait. C'est-à-dire que j'étais parti, j'avais été chercher mon bateau à la Grande Motte parce qu'on avait fait au plus court en train. J'étais arrivé avec ma valise, avec des boîtes de conserve pour manger, et puis j'avais passé 3 jours sur le terre-plein de la Grande Motte à faire mon anti-fouling parce que j'avais fait l'anti-fouling au rouleau juste avant de partir. C'est Eric Drouglazet qui m'avait filé des voiles. Et puis j'étais arrivé à Nice et en fait je me suis rendu compte que le bateau il était pas à la jauge, qu'il y a plein de choses qui allaient pas. Et les jaugeurs ils m'ont dit après mais on pensait jamais que tu y arriverais quoi, ce serait possible. Et finalement tout le monde m'a aidé un peu, c'est vrai que c'était sympa. J'ai ce souvenir, on dit souvent ouais le Figaro etc. Mais là j'avais vraiment l'impression, c'est comme si j'étais arrivé sur une course de mini en y repensant maintenant quoi. Et finalement j'ai été bien accueilli quoi. Et ça se passe super bien. Je fais le prologue, je fais 4 au prologue. Parce que Et t'avais déjà fait du solitaire? Bah non, j'avais fait la solo Concarneau. J'avais jamais fait, même la solo Concarneau, je me rappelle, il y avait eu on avait fait du spi, mais j'arrive à Nice, je crois que j'avais jamais fait un empannage. Alors j'avais mis double bras, double écoute, j'avais aucune idée de comment ça marchait. Et bon, finalement, ouais, c'était vraiment une super expérience. Et puis, sur cette course après voilà c'était vraiment la révélation pour moi du plaisir que j'ai pris sur l'eau quoi. Parce qu'en plus en med ça correspondait complètement à ma façon de naviguer quoi. Parce que de toute façon j'étais incapable de faire un routage, mais de toute façon sur Cap Istanbul il y avait pas besoin de faire de routage quoi. Ça servait à rien, c'est-à-dire que tu partais puis tu disais bon voilà le vent il vient de ce côté-là, tac j'envoie un speed, tac j'envoie un truc, mais aucune idée de ce qui allait se passer à chaque fois. C'était assez génial. Mais ouais super dur. Heureusement il y avait je me rappelle, Eric, il y avait Eric Drouglazet qui me donnait un peu de sous parce que j'avais plus de carte bancaire, j'avais plus rien. Il me donnait un peu de sous aux étapes, mon père devait lui faire des virements et tout, mais il se blesse à je sais plus quelle étape et puis après il rentre parce il se blesse à Jos Nikolaos, je crois, il tombe en scooter et donc il arrête la course quoi. Et après je me rappelle je sais plus où, l'étape d'après, c'est Gilles Damaé il me faisait les courses, quoi. C'était sympa. Il m'achetait ma nourriture avant d'aller. Ah ouais, c'était vraiment le va-du-pied, quoi. Et ah ouais, non, c'était, ouais. Il y avait tous les concurrents mettaient au pot, quoi. Ouais, non, mais super ambiance. À l'époque, il y avait, pour moi, je l'ai regardé de loin. Nico Autrou, donc, Fred Dutte, Jeanne Grégoire, Nico Béranger. Ouais, c'était, En plus, c'était une course à escale aussi. Donc, du coup, assez classiquement sur ces circuits-là, c'est aussi des moments un peu privilégiés où les coureurs se retrouvent, où tu peux fraterniser, boire des coups, ce qui est un peu différent que des courses qui partent à un endroit et qui arrivent à l'autre, quoi. Oui, et puis en plus, c'est vrai que ça change, et puis surtout, il n'y avait pas d'assistance. C'est-à-dire que les préparateurs étaient embarqués sur les bateaux, donc sur des catamarans et du coup, il n'y avait pas de véhicule assistance. Donc les gens, on était sur les catas. Moi, parce que je dormais dans le bateau tout le temps et je me rappelle, ouais, Isabelle Joche qui m'avait proposé à un moment aussi un héberge. J'avais dormi dans un kata sur une autre étape. Ouais, c'était une super ambiance. Hein. C'était le kata c'était un kata, je sais plus, No Limits, je crois que c'était un des premiers TS qui était sorti, ouais, d'ailleurs. Je crois, je sais plus. Ouais. Mais ouais, c'était vraiment je trouve que après c'est parce que c'était ma première course, donc j'étais un peu émerveillé, mais j'ai l'impression que quand même ce côté caravane a un petit peu disparu. Il y a moins de courses à étapes aussi. Ouais. À part la solitaire, mais qui est dans un contexte très différent. Et du coup, ça te convainc de devenir figariste? Bah ouais, ça me convainc, sauf qu'en fait, je me rends compte que les moindres euros que j'avais gagnés dans l'année, c'est pas que je les ai dépensés, c'est que ça me coûtait beaucoup d'argent de faire ça. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment d'idée de comment trouver un sponsor, etc. En voile olympique, on a des petits partenaires sur cette course-là. Les partenaires qui me suivaient en voile olympique, donc il y avait la fac de Créteil qui m'avait un peu aidé, le département, etc. Mais je voyais bien que c'était pas viable et que c'était pas pérenne. Donc je me demande un peu comment je vais faire en rentrant de cette course. Et puis là, j'ai un coup de fil de Franck Citeau, donc qui est
l'entraîneur, enfin directeur de la Grande Motte, et qui me dit sans entraînement de la Grande Motte, et qui me dit j'ai pas d'idée, j'ai pas d'argent pour toi, j'ai rien, mais par contre si tu veux venir t'entraîner avec nous, ce serait super quoi. Et du coup enfin j'ai pas réfléchi longtemps parce que je trouvais ça tellement génial que puis en gros je suis parti là-bas et c'est vrai que il y avait quelques propriétaires qui prêtaient, mais même en gros Marc Emig, Laurent Pelcuer, il y avait Nico Béranger à l'époque, il y avait Robert Nagy, il y avait un bon niveau, et puis il y avait cette culture de faire du double ou de prêter les bateaux, etc. Donc c'était super. Et il y a un propriétaire qui s'appelle Guy Mercadier et qui m'a prêté son bateau pendant assez longtemps en fait. Et là je m'entraîne en fait, je m'entraîne une partie de l'hiver à la Grande Motte, je fais des allers-retours, train de nuit, Quimper, parce que là j'habite à Brest à ce moment-là. Ouais, pour faciliter les choses. Quimper-Montpellier. Je sais pas comment on faisait. Quimper-Lyon, je crois. Changement à Lyon. Et puis après, Montpellier. Et je fais quelques entraînements. On dormait, c'est toujours pareil, hein, c'est au Moutas. Je suis retourné faire quelques stages là-bas avec Xavier Macaire. Et ça a pas trop changé. Il y a toujours cette dynamique. Et je m'entraîne sur des bateaux de proprio. Et ça me permet de commencer à... Et là, je commence à faire mon vrai premier empannage. Parce qu'à la fin de Cap Istanbul, finalement. Ça va toujours pas empanner. Ouais, si, mais j'y arrivais rarement quand même. Mais c'est pas. En fait, c'est là qu'on se rend compte que les manœuvres, c'est bien, mais c'est pas le plus important, quoi. Et alors, comment t'arrives à concrétiser, parce que du coup, c'est l'année où tu vas quand même faire ta première solitaire. Donc, comment est-ce que t'arrives à monter du SEM à la façade atlantique? Finalement, c'est pas beaucoup mieux que 2008. Mais en fait, on avait quelques partenaires potentiels jusqu'à pas loin de la solitaire, à faire monter le bateau et tout, puis ça capote. Et là, ça m'avait mis un petit coup au moral quand même parce que j'avais vraiment envie, je m'étais entraîné et tout. Et puis un mois avant le départ de la solitaire, en fait, Cap Istanbul me qualifiait directement, je crois. Et je crois que c'est mon père qui s'est vraiment démené en disant on va le faire. Il avait pas du tout d'argent ni d'idée comment on allait financer le truc, mais il m'a dit bon on va essayer, on va faire. Donc il a essayé de monter un groupe, donc tous les copains, il appelait tout le monde et tout. Et le Tour du Brest a donné un peu de sous. Voilà, il y a eu. Le Tour du c'est un célèbre bistrot brestois. C'est un célèbre bistrot brestois. Et puis finalement, je reviens un peu en arrière. Toute notre histoire de copains là, de 2003, du Half Toner, auquel j'avais pas donné de nom. Et finalement, entre-temps, il avait trouvé son nom déjà. Puisque sur les Tours du Finistère, on était sponsorisé par Domino's Pizza. Donc Domino's Pizza, le Brest en fait, qui était le responsable des magasins, Ali. Et puis il regarde le truc, il dit bon on va essayer de faire quelque chose et tout. Et finalement en très peu de temps il arrive à trouver un budget avec le siège, etc. Et on arrive à louer le bateau. Pareil, trouver des voiles d'occasion. Je rachète un génois à Thierry Chabagny. À l'époque c'était les frères Perron, ils me font une grand voile, une Malsaise proto. Donc voilà, et j'arrive finalement je rachète un spi à Gilles Damaé, je crois. Et j'arrive au départ à Lorient de la solitaire sous les couleurs de Domino's Pizza. Bon, c'est pas encore au niveau budget, c'est encore bien chaud, mais au moins on te paye plus à bouffer quoi. Ouais, c'est pas mal. Oh, je crois qu'il y a un peu quand même encore. Ouais. On me prête encore 2-3 trucs. Enfin, parce qu'en plus le bateau était à La Rochelle, c'est le bateau de Christophe Bouvet que j'avais loué en fait. D'accord. Puisque finalement l'histoire de Cap Istanbul, puisque quand je l'avais récupéré à Cap Istanbul en fait pendant la course à la deuxième étape. Et du coup, je joue son bateau à La Rochelle. C'est quand il tombe à l'eau, c'est ça? Ouais, ma première course, quoi. Faut que tu expliques un petit peu. Parce En fait, ma première course au large, c'est donc à Cap Istanbul. C'est la première fois que je passe 2 nuits en mer. Et on arrive à Cagliari, donc au sud de la Sardaigne. On fait une première étape d'anthologie au portant dans 35 nœuds et tout. Moi, je trouvais ça vraiment génial. Et au départ de la deuxième étape, on part dans un orage et en fait, Mathieu Girolet, à la VHF, nous dit c'est bizarre, il y a Christophe qui a fait un vrac, le bateau bouge plus, ça me paraît bizarre. Et on l'appelle et tout. On venait de partir, quoi. Il faisait beau, on était en short, il faisait 25 degrés. Et la nuit commençait à tomber, quoi. Et là, c'est vrai que c'est un moment assez... c'est la première fois, moi, que je vis ça. Et quand on en reparle tous, c'est très angoissant. C'est on sait pas, quoi. C'est le fameux on sait pas, quoi, en bateau.
Et finalement, beaucoup de coureurs qui appellent, etc. On prend la décision de neutraliser et on remonte. De vous-même, quoi. On remonte auprès, quoi. De vous neutraliser de vous-même, c'est pas la course qui... Ouais, bah c'est compliqué parce que les communications... Enfin, il y a quelques coureurs qui disent non, de toute façon, on fait demi-tour et puis finalement, la course est neutralisée et on remonte, quoi. Et on remonte, mais on remonte dans 25 nœuds auprès en med. Et il commence à faire nuit. Et là, tu as le temps de te poser des questions, quoi. Et moi, je suis le petit jeune qui comprend pas grand chose. C'est peut-être d'ailleurs pas mal pour moi parce que du coup, je me dis, bah, j'écoute, quoi. J'écoute la VHF, j'écoute tout ce que tout le monde dit. Il y en a qui vont sur le bateau, finalement, ils récupèrent le journal de bord avec le kata de Chacha, en fait, de Philippe Chapelle. Ils vont près du bateau, ils récupèrent le journal de bord Maxi et ils arrivent à trouver la position où Christophe est tombé, quoi. Et après, il y a plusieurs skippers. Alors, c'est vrai que moi, je me rappelle plus trop. Je sais qu'il y avait Adrien Hardy, Gérald Vignard qui maîtrisaient les outils pour calculer les dérives. Et puis, ils nous disent, bah, en gros, faut chercher là, quoi. Et là, j'arrive sur zone. Comme j'étais pas très bien classé à ce moment-là, à cause de la qualité de mes empannages dans la brise, j'étais plutôt derrière, donc je suis remonté assez vite sur la zone. Et puis je me dis... de toute façon, il y avait beaucoup de vent. Je me dis, si je me mets au moteur, de toute façon, on voit rien. Je me dis, je vais faire ça à la voile. Mais je sais même pas si je me suis dit, bah, pourquoi j'allumerais le moteur, en fait, quoi. Et je commence à rayonner sous grand voile. Et finalement, j'entends crier Christophe. Je suis sur le pont avec mon gros projecteur. Il fait nuit. Ah ouais, il fait nuit depuis longtemps. Hein, parce qu'il est resté, je sais plus combien de temps il est resté. Je crois que c'est 5 heures par là. Et je l'entends crier, quoi. Et du coup, en entendant crier, j'ai mon projecteur et je vois sa tête, quoi. Mais c'est incroyable parce que c'est quelque chose qu'on cherche. Enfin, on s'imagine pas comment l'image qui arrive, quoi. Et du coup, bah, je fais ma manœuvre face au vent et en fait, Christophe, il est en bonne, à ce moment, il est en bonne santé, quoi. Donc, je déplie mon échelle et en fait, il monte tout seul dans le bateau. Je l'aide un peu, mais heureusement qu'il monte tout seul parce que Christophe, il est costaud, ouais. Et ouais, du coup, c'est quand même ma première expérience de course au large, quoi. Pas mal. Ouais, c'est dur et en même temps, c'est plutôt une belle histoire de commune, de flotte, de skipper qui a bien réagi, que ce soit Mathieu. Ouais, parce qu'il n'y a pas de sauveteur extérieur qui intervient. C'est vous qui gérez tout, hein. Ouais, on gère tout, ouais. Mais c'est la flotte qui s'arrête et qui décide de partir à sa recherche et qui le retrouve. Ouais. Et finalement, c'est assez dur parce que justement, il y a les moyens de recherche qui sont bien sûr déployés à ce moment-là, donc il y a de la SNCM. Et puis, ils viennent le chercher à bord, en fait, il doit rester une demi-heure avec moi, 1 heure avec moi. Et ils viennent le chercher et ils le ramènent avec le canot de sauvetage, quoi. Et c'est vrai que c'est assez difficile parce qu'on vient de sauver un gars et puis il la lève et puis là, tu tapes 4-5 heures à rentrer auprès tout seul derrière, donc jusqu'au port parce que la course était neutralisée. Et vous êtes rentré au port, vous n'avez pas continué l'étape. Et on est repris un départ, je crois, le surlendemain, quoi. Sacré baptême du feu. Ouais, bah c'est sûr. Et puis Christophe, c'est difficile, quoi. Quand on se revoit, on sent il se passe quelque chose, mais Christophe, il a pas trop fait de solitaire depuis. C'est difficile parce que mais ça fait partie de nos histoires de voile aussi, quoi. Après, quand ça se termine bien comme ça, moi pour l'instant je connais que des histoires qui se terminent bien, donc je touche du bois. Et du coup, j'imagine que ça crée une relation avec lui. Et quand il faut un bateau, ouais, il me loue son bateau. Voilà, c'est sûr qu'il me l'a loué pas trop cher pour faire la solitaire. Et voilà, forcément c'est plein de choses qui se sont accumulées qui font que je peux être au départ en 2009, quoi. D'accord. Donc là, je me suis beaucoup entraîné l'hiver, mais par contre, les 3 derniers mois avant la solitaire, j'ai rien fait, j'ai pas fait de course, j'ai un bateau que je connais pas. Je me rappelle, c'était pendant le championnat de France 29er, j'entraînais les jeunes et le soir, parce que le bateau était à La Rochelle, j'allais naviguer 1 heure ou 2 pour pouvoir essayer d'être bien. Et puis la semaine précédant le départ de Lorient, j'étais au championnat du monde avec eux à Riga et j'avais fait un aller-retour. J'avais fait 2000 bornes en camion 3 jours avant la solitaire. Idéal pour se préparer. Parce qu'il fallait que j'emmène les jeunes. Voilà. Donc c'était super. Et puis cette solitaire-là, elle était géniale, quoi. C'était le combat contre Fabien Delahaye. Premier bisu à l'époque aussi. Et
Et on a tous les deux fait nos conneries. Moi, je fais une bonne première étape. Lui, il fait une bonne deuxième, je crois. Et puis, on se retrouve je crois qu'on a 10 minutes d'écart à la fin ou un truc comme ça. Alors là, en fait, c'est l'entrée dans le grand bain, puis là, ça va enchaîner assez vite quand même. Oui et non, parce que Fabien, il me propose le Tour de Bretagne juste derrière. Ça, c'est super. Lui, il était port de Caen-Ouistreham. Donc, on fait le Tour de Bretagne ensemble. Donc, tu fais deuxième bisu, 19e. Deuxième bisu, on fait le Tour de Bretagne ensemble. Ça se passe bien. Et puis, je me dis, oh, génial. Et puis, en fait, c'est pas si simple que ça. C'était la chaîne de solidarité. Pour le transformer en sponsor, c'est compliqué. Donc, je refais un hiver à la Grande Motte. Par contre, ça, c'est super. Je m'entraîne à fond et tout. Et en fait, je trouve pas de partenaire en 2010. Mais par contre, j'ai Jean-Paul Mourin qui me propose de faire la G2R. Une expérience encore différente, mais assez géniale parce que Jean-Paul, c'est voilà, je sais plus comment il a fait de solitaire du Figaro, mais une trentaine, je crois, quasiment. Comme ça, quoi. En tout cas, plus de 20. Et j'avais 30 ans, il en avait 60 au départ. Enfin, où j'avais un peu moins de 30, 28, et lui un peu moins de 60. Et ça se passe pas très bien parce qu'on fait pas une bonne naf sur le début. Et on revient bien sur la fin. Et par contre, l'expérience est géniale. Et puis c'est ta première transat. Première transat. Et puis, Jean-Paul, c'est une bible et il m'a appris plein de trucs. Plutôt sur le sensitif que sur l'utilisation des outils numériques. Mais ouais, non, c'était vraiment, vraiment génial. Et par contre, 2010, du coup, derrière, pas de solitaire. Pas de sponsor, pas de solitaire. Et c'est là que je continue de m'entraîner un peu et je postule à Massif en fin d'année. Après, j'ai enchaîné, c'était à ça que je pensais, mais l'enchaînement n'était pas aussi fluide. Parce que j'avais fait Massif l'année d'avant, en fait, en 2009. Après le Tour de Donc c'est la sélection Massif. Sélection skipper Massif qui permet pour 2 ans d'avoir un budget, un salaire et de pouvoir s'entraîner. Ça venait d'être lancé en fait. Et ouais, je crois que c'est même c'était la première sélection en 2009, parce qu'il y avait eu Gérald, Eric, et puis donc je vais à La Rochelle, parce que c'était à La Rochelle le projet Massif. Et là, il y a malheureusement pour moi, il y a un petit jeune. Il y a un petit jeune qui est là et qui s'appelle François Gabard et qui, contre toute attente, gagne la sélection. Donc j'étais pas déçu, j'étais plutôt content d'avoir fait, parce que j'ai vraiment progressé. Il y avait Gilles Damaé, Alexis Loison, Ronan Tressard sur la sélection. Donc c'était une super expérience. Mais je me suis dit, je reviendrai l'année prochaine. Et là, je reviens en 2011 où il y avait encore des bons et là, je gagne la sélection. Et là, ça change tout. Là, on arrête de faire les courses pour toi. Et là, ça change tout. C'est tard, juste pour les jeunes gens qui nous écoutent. T'as 31 ans, du coup, là. Et t'as 31 ans et tu gagnes à peine. Jusque-là, t'as à peine gagné ta vie, t'as pas mal bricolé. T'as vécu de la passion, quoi. Et ça n'est que là où t'as un peu de. J'ai 29 ans. Un peu de perspective, quoi, tu vois. Ouais, t'as 29 ans. Ah c'est le premier moment de ma vie où je dépense pas beaucoup d'argent pour à 30 ans, faire de la voile, quoi. Voilà. Ouais. Ça en dit, ça dit quelque chose sur les niveaux d'engagement nécessaires avant que ça débouche sur quelque chose, quoi. Ah ouais, non, c'est sûr. C'est sûr que là, tout change puisque, du coup, j'ai pas de travail à côté, quoi, à faire, forcément. Et puis, j'arrive à Port-Laf, donc, quelque chose de complètement différent, un projet où il y a un préparateur, je suis avec Éric Perron qui a déjà une bonne expérience, etc. Donc, c'est une année. Il y a déjà un double skipper. Ouais, il y avait déjà double skipper parce qu'en fait, à ce moment-là, j'aurais dû faire avec François, parce que François avait gagné l'année d'avant. Mais François part en IMOCA. Donc finalement, je ne ferai pas avec François et il prolonge Éric d'une année. Et du coup, après, ça s'enchaîne. Donc 2011 Massif. Finalement, ça commence pas très très bien l'histoire. Parce que je casse un peu de matériel sur la première course. Je suis pas habitué à. Enfin voilà, parce qu'on sent que c'est perturbant pour moi d'avoir trop de moyens, toutes ces choses préparées là. Et à la Generali, qui est la première course de la saison, je me fais rentrer dedans à la première ou deuxième étape et je me fais exploser en refus de tribord le bateau. Donc le bateau sur le camion, terminé, fin de course, quoi. Donc début d'année, il est compliqué. Mais j'ai l'impression que c'est un moment où, du coup, je me repose de toutes les années d'avant, quoi. Et par contre, j'arrive à la solitaire avec de la revanche, de la fraîcheur et de l'envie. Et du coup, là, je fais quasiment ma meilleure solitaire, en fait. Sixième, ouais. Sixième et la dernière étape à Dieppe où on arrive avec moins de 10 secondes d'écart avec Jérém. C'est un très, très bon souvenir, cette solitaire. Alors, en 2012, il y a à nouveau une AG2R avec Fabien Delahaye.
Et là aussi, on voit que tu franchis une marche quand même en termes de résultats et de performance. Tu fais 6e là tu fais 4e à la G2R, c'est ça hein? Ouais, et puis Fabien qui arrive. Fabien, on se connaissait avant. On a fait de la voile olympique. Il faisait du 4-7 en fait, Fabien. C'est pour ça aussi le Tour de Bretagne ensemble. C'est lui qui m'avait demandé. On se connaissait d'avant et on coopère très bien cette année-là. On travaille bien ensemble. On fait la G2R ensemble. Il est skipper massif. Et du coup, je prends Fabien cette année. L'année où il est skipper massif, il est champion de France l'année d'avant sur Port-de-Camp. Il fait 2 à la solitaire, je crois. Et du coup, il arrive avec beaucoup de bagages et il partage et il me fait beaucoup progresser, quoi. Sur cette année-là, je fais une solitaire. Bon, je peux pas dire que c'est une mauvaise solitaire. Je dois faire 9e, donc enfin, quand on est dans les 10, c'est bien. Mais par contre, sur la régularité, sur les courses de l'année, c'est bien. Je fais un podium à la course d'automne à Medrace, je fais 3e. Donc, plutôt une bonne année où j'apprends vraiment et je dirais que je suis un peu dans un rythme plus régulier, quoi. Ouais. Et puis il me prolonge là. Il décide de me prolonger une année de plus. Donc ça c'est vraiment génial pour moi parce que c'est vrai que je me dis bon c'est l'année où ça c'était difficile de dire ah ça c'est déjà fini, je vais devoir retrouver enfin pas retrouver mais trouver parce que ça a jamais été simple. Et il me prolonge et l'année d'après là je suis plus, je sens qu'il y a moyen de faire bien, quoi. Et du coup, je me mets peut-être un peu trop de pression. J'ai un peu le syndrome du figariste qui arrive et qui est un peu en se disant, ouais, voilà, je veux faire trop bien. Et du coup, je gagne la solo Concarneau. Et puis, bah ouais, du coup, je crois que la solitaire, je change 3 fois de mât parce que je casse ma potence. Je casse ma potence 2 fois. Et la dernière étape, finalement, j'abandonne la dernière étape parce que j'arrache complètement la tête de mât du bateau, quoi. Mais en même temps, j'étais pas super bien dedans à cette solitaire. Je sais pas pourquoi. C'était pas. Et c'était une avarie classique ou? Non, c'est une année où ça commençait à casser un peu de partout là sur les bateaux. Les têtes de mât, c'était le moment où on avait les D1 qui commençaient à casser aussi. Je crois qu'on était passé sur les voiles membranes depuis 2 ans et puis voilà, on se rendait compte que les bateaux, on avait des cordages un peu plus raides, etc. Et par contre, fin d'année, Generali, je crois, où il y avait encore une Generali, j'étais content, puisque la première, j'avais pas pu la faire, et là, j'ai fait une bonne Generali pour finir. Et puis là, c'est reparti, faut trouver un sponsor. Et juste, ces années de Figaro, là, t'aimes ça, cette ambiance de monotypie, d'ultra haut niveau, de tout petits détails qui font la différence, tu t'épanouis là-dedans, parce que on retrouve une petite partie de la voile olympique, quand même, qui était... Ouais, j'aime bien, et en fait... les parcours, évidemment. Je me rends compte à la fin que en fait il faut en course au large l'aspect motivation et fraîcheur pour arriver à une course c'est hyper important et du coup il faut avoir sa méthode et savoir aussi on peut pas faire on n'arrive pas tous au même endroit au même résultat par la même manière et ça c'est important de le savoir et du coup il faut garder sa liberté quand on fait de la course au large. Ça je pense que c'est important et on s'en rend compte c'est assez drôle de voir par exemple comment les gens règlent leur voile. T'en as qui naviguent tendu de chute avec des voiles plates, t'en as qui naviguent avec des voiles creuses plutôt vrillées. Moi, j'ai tendance à naviguer avec plutôt vrillé, par exemple. Et finalement, il y en a pas un qui va plus vite que l'autre, quoi. Et c'est des philosophies, c'est assez drôle de voir ça. Et je pense que dans la manière de se préparer, c'est un peu pareil. Et ce que j'ai aussi appris à Port-la-Forêt, par exemple, c'est que j'avais quelque chose, j'étais très cadré avant. Et en fait, Port-la-Forêt, ça paraît être très cadré, mais en fait non, il y a chacun y va et prend ce qu'il veut en fait. Et il faut être énormément autonome. Et ça, je l'ai compris peut-être à la fin un peu tard. Et par contre, je l'ai bien compris en IMOCA et ça m'a permis en IMOCA d'être plus performant sur la fin. Alors ma préparation. Mais avant de passer à l'IMOCA, voilà. On est dans l'année de transition. J'ai le petit coup de fil, hein, toujours le petit coup de fil qui est sympa quand on. C'est Guénoé Gainet qui me propose, qui arrive en Figaro avec un super projet Safran Guy Cotten et qui me propose. Qui vient de gagner. Qui vient de gagner. Alors non, il gagne la Mini 2 ans avant. 2 ans avant. Il gagne la Mini en série 2 ans avant et là il vient d'abandonner même assez chaud sur un naufrage sur sa Mini et il me propose donc de faire la G2R avec lui. Donc là, je suis un peu dans un rôle différent puisque j'ai toujours été plutôt dans le rôle où c'est moi qui apprenais et là je suis avec quelqu'un qui est hyper compétent. Guéno, il était super bon mais il connaissait pas trop le Figaro. Et donc dans le deal, on s'entraîne à Lorient avec Tanguy Le Glatin et
Et bah du coup, je fais quelques entraînements avec lui, et lui, il fait quelques régates en solo, des entraînements solo, et on se retrouve à partir sur la G2R, mais avec une bonne préparation. Et puis on le sent, là, j'en parlais. Là, dans les courses en double, il y a le potentiel des gens, il y a le potentiel des bateaux, et puis il y a la qualité du duo, l'histoire commune qui est construite, la dynamique, quoi. Et c'est vrai qu'avec Guéno, on sentait qu'il y avait quand on est ensemble, on se tire vers le haut et on sent ça va vers de la performance, quoi. Et on fait un super début de course qui nous met en confiance, en fait, où on passe à l'intérieur du DST. C'était dans du vent de nord-est très fort. Ceux qui Donc, connaissent bien le vent de nord-est au Cap Finistère, et il y avait 30-35 nœuds et on décide de passer à l'intérieur du rail des cargos et de faire un empannage. Donc j'avais bien progressé depuis Cap Istanbul. Et du coup, on se retrouve en tête de la course après 2 jours. Bon, après, ça revient, on se fait doubler, etc. Mais en tout cas, ça nous met ça nous fait du bien, quoi. Puis après, c'est vrai la course se passe très figariste. On se retrouve à passer les Canaries, je me rappelle, à 10 bateaux. On se voyait tous, on voyait les visages. Hein, c'était assez incroyable. Après 7 jours de mer, on se retrouve tous à 2000 d'écart. Et puis, il y a quelques fichiers météo qui voient une route nord et tout. Et je sais pas si c'est pas, moi, l'étoile Jean-Paul Mourin qui se dit bon, par expérience et tout. Puis avec Guéno, on sent bien le truc et tout. Et on dit non, nous, c'est sud, on traverse la dorsale, ça va le faire et tout. Et puis, on est 4-5 bateaux à partir dans le sud, avec des bateaux qui vont vite, dont les massifs, quoi. Johan Richaume, Fabien Delay. Et c'est vrai qu'on va se bagarrer avec eux toute la course, et avec Guéno, on arrive à bien faire marcher le bateau. On est assez content on allait vite, quoi. On avait trouvé de la bonne carbi au portant. Du coup, on gagne la course avec, je sais plus, 1h30 d'avance, quoi. Et là, ça change quand même pas mal de choses, quoi. Parce qu'en fait, juste avant la course, mais c'est peut-être pour ça aussi qu'il y avait la bonne étoile, c'est que juste avant la course, j'avais eu un coup de fil d'SMA. Et du coup, ils étaient venus au départ de la course, et finalement, ils me proposaient 2 ans en Figaro. Donc je savais, en fait, en partant au départ de la course. Et comment ils t'avaient trouvé? Bah, ils voulaient faire un projet voile, et ils avaient discuté avec Michel Desjoyaux. Mais c'est pas lui qui avait donné mon nom, mais ils avaient une liste de personnes, et ils s'étaient un peu renseignés dans le milieu. Et puis Michel avait dit bah non, lui, moi il y a pas de, enfin, comme une phrase à la Midej, il trouve toujours un truc pour dire, il va pas dire non, lui c'est bien, mais il va dire lui, je vois pas de raison de m'opposer, ou quelque chose comme ça. Voilà. Et du coup, ça s'était fait comme ça. Et donc c'était un projet Figaro qui était géré par Mer Agitée. Donc finalement, pour moi, assez proche du format massif, où je me retrouve pas forcément chef du projet, quoi. Et donc on finit cette AG2R. Et au retour, en fait, on m'avait pas annoncé parce que c'était compliqué. Au retour, je retrouve un Figaro prêt, et je m'entraîne pour la saison 2014. Ça commence bien quand même. T'as pas encore débuté le partenariat que t'as déjà gagné, donc il doit être cette année-là, c'était vraiment. En fait, c'est ce que je disais. L'année 2013, je sentais que j'avais en Figaro, je maîtrisais et tout, mais il manquait quelque chose. Il y a quelque chose qui allait pas. Et cette année-là, je dirais que c'était top, quoi. J'avais un bon feeling sur les bateaux, ça allait vite, je me posais pas de questions. Et donc là, je rentre, on fait la solo Basse-Normandie, je gagne la solo Basse-Normandie, solo Le Havre, qui est sur une semaine, je fais 2. Là, je me dis bon, là c'est quand même bien parti et tout. Et solitaire, en fait, je pense que ça s'effondre un peu, soit un peu de fatigue, soit voilà, j'avais fait toutes les courses, toute la saison, tout le truc. Mais je fais une belle solitaire, je fais 5e, c'était bien, quoi. Et finalement, à la fin de la solitaire, on commence à parler du projet gros bateau, quoi. Et tout de suite, quoi. Et qu'est-ce qu'il fait parce qu'il l'avait déjà en tête, ou comment ça accélère? Bah, en fait, il y a l'opportunité du bateau. En fait, je pense qu'ils avaient en tête d'aller plus que sur un projet Figaro, mais ils voulaient construire le projet. C'est-à-dire qu'ils voulaient pas partir sur un truc trop haut, ils voulaient être sûrs avec un projet rigoureux, etc. et être sûr, quoi. Et au lieu de se dire on lance un super gros projet, on prend un skipper et au risque de se planter,
on essaye et puis ils me font confiance et ils disent on y va quoi. Et on se retrouve avec ce bateau en fait, c'est donc 2014, l'année Rome, et donc la fin du programme massif avec François. Qui vend le bateau en fait pour construire un ultime juste derrière. Alors mais toi juste avant, quand on te dit ça te dirait de faire le Vendée Globe sur un IMOCA, tu dis quoi? Là moi y a qu'une réponse possible et en fait c'est pas quelque chose c'était dans tes projets? C'était pas dans mes projets immédiats, mais parce que aussi je suis comme ça et j'ai du mal à me concentrer, j'aime bien y aller par étapes quoi. Et c'est vrai que c'était là on m'avait dit c'est un nouveau sponsor, on part sur du Figaro, voilà, pour moi c'était je m'investis à fond sur ce projet-là, mais je voyais bien la taille de la boîte, la passion pour la voile et le projet qu'il y avait derrière, que le Figaro c'était pas assez, on avait fait des RP, trop petit par rapport à la taille on avait fait des RP, on avait fait venir des vedettes au départ, etc. Je me disais non mais de toute façon là, je voulais pas le voir parce que je voulais rester dans ma course, mais je voyais bien qu'il y avait des ambitions et que forcément c'est un projet qui correspondait plus à la taille de la boîte. Alors du coup, Samar rachète le bateau de François Gabard, vainqueur de la Route du Rhum et du Vendée Globe. En fait, c'est Mère Agitée qui rachète le bateau. Oui. Et on reste dans un dispositif où du coup, c'est vrai que Michel, il a énormément joué dans cette décision puisque il avait un projet clé en main et c'est ce qui a aussi facilité la rapidité de la décision puisque c'est finalement le projet était déjà monté quoi. Donc le bateau, moi je vais au départ de la Route du Rhum caché et on va voir le bateau partir quoi. Et à ce moment-là, je sais que le bateau il est déjà acheté et que l'hiver prochain on va le mettre aux couleurs quoi. Donc l'enchaînement est très 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 rapide. Ah ouais, c'est toujours rapide de toute façon. Mais t'as même pas le temps de gestation du bateau. Là tu sais que c'est l'avantage du bateau d'occasion. Et finalement, aujourd'hui, je suis super content d'être parti sur un projet comme ça et de pas être parti sur en premier coup sur une construction de bateau neuf en fait. Je pense qu'avec la maturité que j'avais à l'époque, de pouvoir m'entraîner, naviguer sur un bateau, le prendre en main, etc., sans avoir une pression non plus monstrueuse en disant il va gagner le Vendée Globe, etc. C'était génial, quoi. Du coup, ça c'était un super projet parce que on annonce en mi-décembre peut-être, et en mars le bateau il est à l'eau. Alors ça va nous faire une année 2015 assez agitée. Ouais, 2015, ouais. C'est Franck Citeau qui disait ça toujours. Il disait c'est des années qui comptent double. Là, c'est des années qui comptent triple presque. Quoi. C'est-à-dire que par rapport à un programme Figaro, puis t'as jamais navigué en IMOCA. J'ai jamais navigué en IMOCA, donc là, il y a énormément de choses à apprendre. Et puis il y a toute une équipe. Là déjà en massif, c'était nouveau pour moi d'avoir un préparateur parce que j'en avais jamais eu. Mais là, c'est pas un préparateur, quoi. C'est une équipe, c'est des sponsors, c'est de la com, c'est plein de choses, quoi. Et finalement, c'est des années qui sont très chargées, mais moi, c'était super. J'étais à fond, quoi. Puis toute l'année sans pression, parce qu'en fait, là, Mich, il m'accompagne toute l'année. Quasiment, je fais quelques naves tout seul, et heureusement d'ailleurs. Mais sinon, on fait beaucoup de régates en double. Et là, j'ai navigué énormément cette année, jusqu'à la Jacques Vabre. On fait quelques belles boulettes avant. Donc que tu fais avec Mich, hein? Ouais, je fais la Jacques Vabre avec Mich. Conditions très difficiles au départ, mais là, là, il y a pas de problème. Hein, c'est vrai que je suis pas quelqu'un j'ai pas beaucoup d'appréhension avant de partir en mer, etc. Mais là, en plus, partir avec Mich Dej, c'était. Et donc ça se passe assez bien sur le début de course. Et puis on se prend un truc, on éclate tout le carénage de quille un peu après les Açores. Et là le bateau, mais imbarrable. Dès qu'il passait 10 nœuds, tu pouvais même de pilote, c'était même pas la peine. Et puis donc en fait on décide d'aller directement vers la Guadeloupe à vitesse réduite pour pouvoir prendre le départ de la B2B. Qualificative. Back to Britannique et qualificatif pour le Vendée Globe. Qui est l'année suivante. On fait le chantier là-bas, en Guadeloupe, et on prend le départ de la course. On est 8 ou 9, je crois. Morgan qui a loué un bateau. Seb Joss, du coup, qui avait cassé le bateau, là, Gitana. Alors, c'est la première transat des
la première génération de foilers en fait. Hein. Ouais, c'est l'année donc il y a Safran qui avait été mis en premier en début de l'année, et puis après Bank Pop, puis Gitana et Saint-Michel. Il y a que Bank Pop qui finit. Qui finit à Jacques Vabre, exactement. Les autres ont des petits problèmes de structure, des problèmes de structure sur l'avant, les fonds de coque. Donc Gitana a le temps de réparer et prendre le départ de la B2B. Et là, c'est un retour donc Saint-Barth, Port-la-Forêt, je crois. Je sais pas où ça arrive parce qu'en fait, j'ai jamais, comme je suis pas arrivé, je me rappelle pas de la ville d'arrivée. Saint-Barth Port-la, je te confirme. J'oublie. C'est comme la Transat Jacques Vabre. Celle-là, c'est Itajaï, mais moi je dis, j'ai jamais fait moi Itajaï. Et du coup, donc un départ au près classique, on remonte dans les Alizés, et puis une fin au mois de décembre, donc en Atlantique Nord, et assez réputé. Et ça se passe bien. Je suis deuxième derrière Seb Joss après une semaine de course. Et en arrivant avant les Açores, en fait, il y a une énorme dépression qu'on n'arrive pas vraiment à éviter. En fait, il aurait fallu l'éviter 5-6 jours avant, mais c'était très très compliqué. Puis peut-être un peu de manque d'expérience aussi. Et là, 59 fichiers, quoi. Donc costaud. Le bateau va pas trop mal. J'ai quelques petits soucis, mais en gros, ça se passe assez bien. Et en fait, dans le vent, je me rends compte que mon étai de J2, en fait, tient plus, quoi. Mais il y avait un noyau de houle énorme. Je crois il y avait 8 mètres, même plus. Et le J2, je crois que c'est celui qui est structurel en plus. Hein. C'est celui qui est structurel. Celui qui tient le mât. J'ai quand même le cap de J3 qui est là, mais surtout le problème, c'est que ça risque de commencer à se balader et tout. Donc. Et en fait, pour remettre un peu dans le contexte, le jour où ça m'arrive, donc je suis juste à côté des Açores, hein, je vois San Miguel, et la digue du port est pétée par les vagues. Quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment un jour. Les hélicos décollent pas, trop de vent, et donc je vais à l'avant, donc je m'attache. J'y vais plusieurs fois, j'y arrive pas, et la dernière fois que j'y vais, j'essayais, j'étais 3 riz, rien d'autre, mais le bateau il partait à 30 nœuds dans les surf quand même. Et en fait, j'aurais jamais dû y aller, quoi. C'est l'expérience qui m'a appris ça. Et donc j'y vais, le bateau finalement fait un planté. Et moi, je suis accroché à ma longe et avec la vitesse, je recule sur mes pas longs, hein, sur la longueur de la longe, et je m'éclate dans la galette de J3, donc de l'enrouleur qui est juste derrière. Bon, ça fait très très mal, mais comme ça peut arriver. Souffle coupé, etc. Je reviens à l'arrière en rampant parce que j'arrive pas à marcher. Et je me dis ça va passer, etc. Et là, j'appelle l'équipe technique parce que je veux parler du problème et je dis que j'arrive pas à le régler, etc. Et au milieu du coup de fil, je dis à l'équipe technique, je coupe, j'appelle le médecin. Et là, j'appelle. C'était la douleur qui arrive. Ah ouais, j'arrivais plus à respirer. L'adrénaline qui est partie. J'arrivais plus à respirer, en fait. Et donc je me dis j'ai des côtes cassées, etc. Et je pensais que la douleur en bas, c'était le choc. Et donc je commence à dire, etc. Et finalement. Vous diagnostiquez, etc. Elle me dit, faut pas bouger, hein. Elle dit, ouais, mais faut pas bouger, mais en même temps, là, il faut que j'empanne le bateau parce que sinon je rentre dans une île. Donc voilà, j'ai dû manœuvrer un peu. Et puis je me mets sous le vent de San Miguel, j'essaie d'affaler la grand voile. Et à ce moment-là, je n'imaginais pas que j'avais tout, le bassin pété, des fractures partout. Et donc, elle me dit quand même, pour tout ça, morphine. Donc, je commence à prendre un peu de morphine. Et puis là, déclencher les secours, c'était Jacques Carès qui était le directeur de course. Mais bon, hélico décolle pas, quoi. Donc, du coup... Parce que tu comprends tout de suite qu'il faut que tu sois évacué ? Ouais, c'est le médecin qui me dit, là, faut évacuer. Elle me dit, là, tu pourras jamais ramener le bateau en Bretagne, quoi. Il restait 1000 milles. Elle avait le diagnostic, elle me connaissait, hein, c'était Laure. Il y avait Yves Lambert. C'est Laure Jacolo qui est le médecin du pôle. Et du coup, elle me dit là, non, il faut évacuer, quoi. Et donc, du coup, ils me disent, il faut attendre 24 heures parce que là, on peut pas décoller, on sort pas les bateaux, il y a trop de mer. Et donc, du coup, je dis, c'est parti pour 24 heures. Bon, après, en y repensant, Yann Eliès, c'était plus longtemps. Quand il m'a vu la première fois, il m'a dit, ouais, mais t'as pas attendu longtemps, toi. Mais Yann, lui, il avait un accident entre guillemets similaire. Lui, c'est ouais. Mais il était à l'autre bout du monde et il est resté quasiment. En tout cas, il a été projeté par une vague sur son tangon. Ouais. Et il s'est cassé le fémur. C'était quand même. Moi, j'ai eu finalement un peu plus de chance. Et donc finalement, le lendemain, donc je passe la nuit. Le lendemain, le bateau de sauvetage arrive. Bon, c'est compliqué parce que il faut sortir du bateau.
Et là, le lendemain, ça a refroidi, donc c'est extrêmement compliqué de sortir du bateau. Là, heureusement, en fait, la civière, elle passe pas à la porte de l'IMOCA. Donc au début, ils essaient de mettre la civière et ça passe pas à la porte. Et je dis heureusement parce qu'en fait, je sors à pied du bateau, en me rampant sur un clou-de-pied. Je monte dans le Zodiac. Et là, en fait, quand on va sur le bateau militaire, il y a un système de tractage. Et en tractant le Zodiac, il y a une petite erreur de manipulation et le Zodiac se retourne. Et on passe tous à l'eau. Et du coup, là, je me dis, heureusement qu'il ne m'avait pas sanglé sur une civière parce que j'aurais pas trop aimé, quoi, en fait. Et donc, on se retrouve tous à l'eau. Finalement, le meilleur moment des 24 heures passées, parce que dans l'eau, quand on a des fractures, bah, c'est pas mal, en fait, parce que... T'es soutenu j'étais dans ma TPS. sans appui. J'avais réussi à mettre ma TPS, justement, avant, dans la nuit. Enfin, assez vite, j'ai réussi à mettre ma TPS. Et là, on attend un peu, et les hélicos pouvaient décoller. En fait, on se fait élitroyer, finalement, parce que le bateau arrive... Enfin, c'était plus simple, quoi. Donc, on se fait élitroyer, on n'était pas très loin des Açores. On se fait élitroyer, ramener à l'hôpital. Quand tu dis on, c'est-à-dire que les sauveteurs qui sont avec toi. Les sauveteurs sont avec moi, ouais. D'accord. Et là, je passe. Et donc là, t'as abandonné le bateau en le mettant. Ouais, et là, c'est un peu le problème, c'est manque d'expérience aussi. Mais en même temps, rien que de sortir du bateau, pour moi, c'était. J'ai donné toute mon énergie à faire ça et finalement, on aurait dû le mettre sur l'autre panne. Mais je vois même pas comment, en fait, la barre de liaison était pétée. C'est-à-dire que là, du coup, le bateau, il est tribord à mur. Et en fait, il monte vers le nord, quoi. Après, le problème, c'est de l'avoir... Dans l'autre sens, il allait vers l'archipel des Açores, donc c'était aussi compliqué de le mettre comme ça. Il aurait fallu préparer un peu le bateau, rabanter la voile, etc. Ouais. Moi, j'étais incapable de le faire. Et les gars qui sont venus, ils avaient déjà défoncé la coque en mettant le bateau et tout. Je me disais, bon... Puis en fait, on s'imagine pas. Moi, l'équipe technique était là. Je me dis, bon, voilà, ils sont là demain, ils récupèrent le bateau, quoi. Et là, on s'imagine pas, quoi, derrière. Et finalement, moi, je pars à l'hôpital, je suis transféré, je vais à Lorient. Et là, finalement, j'ai 5 fractures au bassin, les côtes. Donc, c'était quand même bien costaud. On se demande comment tu fais pour sortir de la cabine, quoi. Même pour y rentrer et pour en sortir. Ouais, bon, en fait, dans ces moments-là, on se pose pas vraiment de questions, quoi. Ouais, c'est la douleur, elle est, oui, mais on sait qu'il faut faire, de toute façon, et plus ça va aller vite et moins on va souffrir. Donc, de toute façon, il n'y a pas vraiment le choix. Et c'est vrai qu'après, le stress pour le bateau, très compliqué quand même. C'est une période. Ah, parce qu'il va continuer à naviguer longtemps, quoi. Ouais, il va continuer quasiment 21 jours. Et finalement, il sera. Vous le perdez, hein, en fait. Ouais, on le perd pas. Il y a toujours, il y a une petite balise quand même qui émet, mais qui émet pas souvent. Et bah oui, parce qu'il se remplit d'eau, parce que il y a plus de batterie, parce que forcément, quoi. Et on le récupère, enfin, l'équipe le récupère à une 50aine de milles de l'Irlande, et c'est Adrien Hardy qui inaugure son nouveau métier. Enfin, non, pas tout à fait. Ah non, il avait déjà fait du mini avant. Le bateau de Yann Lipinski, voilà. Ouais. En tout cas, il va le chercher à la voile. Il avait fait celui de Guénaud aussi, non? Non, c'est pas lui. Je crois qu'il avait fait celui de Guénaud aussi. Ouais. Donc, il va le chercher à la voile et ils arrivent à le vider avec des pompes, et puis ils l'emmènent devant chez Marcus Hutchinson, là, qui était mon manager à l'époque, et ils font un chantier très rapide, et puis il retourne à Port-la-Forêt. Et là, il avait combien de jours tout seul comme ça? 20 jours, je crois. 20 jours. Et finalement, on se retrouve un peu dans le même état, le bateau et moi, quoi. Et gros chantier, parce que finalement, du coup, pas qualifié pour le Vendée Globe. Et l'objectif, c'est de faire la Transat anglaise. Et quand je reviens... Et là, donc, on est en janvier 2016. On a 4 mois. Voilà. Et c'est la ligne Vendée Globe. Moi, j'avais 4 mois. En gros, j'ai eu 4 mois entre l'accident et le départ. Et le bateau, lui, il a eu que 3 mois, quoi. Donc, du coup, moi, je fais Kerpap, et puis gros chantier sur le bateau, où, en fait, faut tout changer, quoi. Tout l'intérieur, les câbles. Il y a des panneaux de pont. Et il n'y a pas de... Le rail de grand voile. Enfin, ma question est un peu bête, mais il n'y a pas de doute. Bah, en fait, ça va tellement vite qu'il y a pas le temps de réfléchir, quoi. Mais ouais, moi, j'ai pas eu de doute, en fait. Non, j'ai pas eu de doute, parce que finalement, je me dis, non, j'ai fait une bêtise. En même temps, je voulais sauver le bateau, et finalement, en course au large, faut quand même d'abord. Mais bon, on est jeune, et d'abord on se sauve soi, et puis après on voit. Mais non, il y a pas eu de doute. Non, très vite, ça s'est bien remis, et puis après, ça m'a fait. Par contre, ce qui était super, c'est de se dire, on s'y remet vraiment à fond dès le début, quoi.
et de se fixer un objectif qui était un peu inatteignable pour tout le monde, c'était bien parce que ça motive en fait. De dire ouais mais là on sera, bah si en fait on a réussi, on a pris le départ à Plymouth et arrivé à New York et retour aussi avec New York Vendée derrière quoi, 2 super transats où je fais je fais pas, je fais 4 et 4 mais voilà c'est ce qui est pas mal pour quelqu'un qui ce qui est bien et au puis final débute en IMOCA, quoi. surtout confiance, grosses conditions, des problèmes mais qui se règlent, donc le capital de confiance qui revient fort quoi, ce qui permet du coup d'arriver au Vendée libéré en fait, comme si le truc il était arrivé déjà quoi. Ouais. À la limite l'expérience l'accident est une expérience supplémentaire Ah ouais, je qui va pense. servir. Bah oui, je pense qu'en plus en course au large, le métier est tellement complexe et l'aspect mental est tellement important que ouais, il faut pas que ce soit linéaire. Il faut forcément des épreuves qui permettent de recréer des états différents. Ouais. Alors on va pas refaire tout le Vendée Globe parce que ça serait un petit peu long, mais du coup puis j'ai pas tout fait, donc ça tombe bien. Non, mais quel souvenir tu gardes de notamment des phases de départ Bah déjà je suis bien content d'avoir fait le 2016. Bon, j'aurais adoré faire le 2020 mais j'ai pu vivre le Chenal et avec ça c'est voilà le Chenal c'était quand même génial et j'étais tellement bien au départ moi que ça m'a pas en fait ça m'a pas du tout inhibé et j'ai pu en profiter quoi, voilà, sans partir trop dans l'émotion, et donc j'étais assez content de vivre ça. Puis après la course, le début comme une ça je dirais que j'étais assez vite dans le match, puis j'ai réussi à jamais relâcher quoi, et Tu te surprends parce qu'il y a quelques gros calibres quand même. ouais, puis surtout je me découvre en fait je m'étais pas vraiment posé de questions quoi. C'était allé tellement vite, la préparation j'ai pas eu le temps trop de me dire comment ça va être, etc. J'étais vraiment dans la préparation concentrée. Et finalement, quand tu t'attends à rien, ça se passe plutôt pas mal en fait. Enfin, c'est pas que tu t'attends à rien, mais c'est un peu la chance du débutant quoi. Et finalement, dans le sud, j'adore quoi. Ouais, j'adore le bateau qui bombarde, qui enfourne et tout. Je l'avais un peu vécu sur les transats et tout, et ouais, je suis bien dans mon rythme. J'aime bien aller changer les voiles et tout. Je découvre aussi. Je pensais que je découvre le côté d'être dehors aussi, de voir tous ces oiseaux, tous ces trucs. J'imaginais pas forcément tout ça. J'avais pas trop regardé je l'avais plus abordé de manière régate. Le Vendée Globe, je l'avais pas trop abordé de côté de voyage, vie à bord, etc. Et finalement, je le vis assez bien. Ouais. Alors ça se passe très très bien hein, parce que t'es dans le podium entre guillemets, t'es dans les 3 premiers au moment où t'as ton avarie. Enfin, c'est pas que les gens sont surpris, mais en tout cas tu fais une super course par rapport à le rythme de préparation et à ton expérience sur le support. En tout cas, quand t'es 3e, il y a beaucoup de gens qui sont surpris de te voir justement aussi à l'aise comme tu le décris. Mais malheureusement, il va y avoir un petit souci technique. Bah oui, enfin il y a plein de soucis techniques sur le Vendée Globe. Moi j'avais vraiment une chance, c'est que le bateau était quand même très bien préparé. Et j'avais fait un peu de strat, un peu de trucs, mais toujours des choses qui sont raisonnables et qui remettent pas la course en jeu. Mais là, en gros, j'entends un gros boom, le bateau qui prend un gros coup de gîte. Et c'est pas visible en fait au début, donc je rentre dans le bateau, je vois qu'il y a de l'huile partout au niveau du piquet. J'avais de l'huile de rechange pour l'hydraulique, puis au pire j'aurais pu récupérer l'huile au fond, enfin on aurait pu trouver des solutions. Et là je cherche en gros quel flexible aurait cassé ou des choses comme ça. Donc je vois une vanne qui est complètement desserrée. Et je me dis, bon, bah, on referme tout, on remet et tout, puis je vais un peu vite et tout, et je repars, et puis, en fait, ça fuit de partout, je comprends pas. Et là, j'éclaire, et en fait, je me rends compte que le vérin, c'est comme un gros vérin, comme un vérin de tractopelle, en gros, hein, qu'on a dans les bateaux, qui pousse des dizaines de tonnes. Il est fissuré, il est cassé en deux, en fait, le fût. Donc là, j'appelle l'équipe technique, mais je vois très bien, malheureusement, en plus, je me rappelle à ce moment-là de la phrase de Marc Lardet, mon boat captain, et de Clément, là, qui s'occupait de l'électronique. On faisait le tour de tous les sacs avant le départ et tout, et puis j'avais un boot qui permettait de tenir la quille dans l'axe si le vérin cassait, quoi. Et là, ils me disent, et je leur dis, mais alors ça marche comment? Ils me disent, bon, on peut te montrer, mais ça marche pas de toute façon.
Et du coup, je me dis, aïe, parce que bon, ça marche pas. Ok, ça marche pas, mais pour faire 100 000 pour rentrer au port, ça doit marcher. Mais là, j'étais au point Nemo. Donc, le pire endroit qui puisse arriver. Le plus éloigné de toute terre. Le plus éloigné de toutes les terres. Donc, en gros, j'avais 2000 et quelques milles à faire. Donc, bon. Et là, du coup, comme on sait qu'on va. Enfin, je sais très vite que je vais abandonner, enfin, faire escale. Et du coup, on se fait un peu aider par Christian Dumas qui faisait la météo pour savoir où il faut aller, quoi. Parce qu'en gros, il y a repartir au printemps en Nouvelle-Zélande, aller sur la côte chilienne, qui est hyper exposée aux vagues, au vent, et ce qui est compliqué. Passer le Cap Horn, ça paraissait complètement fou. Et donc, l'idée, c'est de traverser l'anticyclone et d'aller à Tahiti, ce qui me paraissait un peu improbable au début, quoi. Et donc, on fait des routages et tout, et ça marche bien. Et finalement, ce système qui marche pas du tout, j'arrive un peu à le faire marcher. Alors, ça casse pas mal de cloisons. Je passe un bon nombre d'écoutes à bricoler, etc. Parce que il y a beaucoup de contraintes. Mais j'arrive à Tahiti avec un bateau qui est pas non plus, à part ce vérin et des bouts et un peu de carbone, il y a pas grand chose, quoi. Et du coup, bon, l'avantage, c'est que j'ai passé 8 jours tout seul. Donc, la déception de l'abandon et tout, t'as le temps de la digérer un peu. Et puis, tu arrives dans un contexte aussi là-bas qui est différent. Donc, tu as encore un sas de décompression, quoi. Je pense que... Surtout, c'est une arrivée incroyable parce que, bah, ouais, ça, les gens de Tahiti s'attendaient à tout sauf à voir quelqu'un du Vendée Globe débarquer. Ouais, ça, c'est difficile parce que ouais, et c'est compliqué de se dire, mais c'est une coutume, quoi. C'est les îles, c'est comme à Saint-Barth, à l'arrivée de la G2R, il y a un accueil de dingue. Et là, les îles, il y a un bateau qui arrive, c'est la fête, quoi. Et moi, je suis super content de voir ces gens-là. La satisfaction là-dedans, c'est d'avoir ramené mon bateau en bon état parce que le coup d'avant, ça avait quand même été une grosse déception. Mais c'est pas facile, quoi. Et puis on se rend compte qu'on peut pas repartir. On prend le vérin de Maître Coq. En fait, c'est pas la même taille. On se rend compte que c'est pas le bon vérin, ça passe pas dans la cloison. Et donc du coup, en fait, pour pouvoir participer à la saison d'après, on ramène le bateau en cargo parce que sinon, il faut fabriquer un nouveau vérin et on arrive au mois de juin, quoi, au Sable d'Olonne, quoi. Donc c'est pas simple. Il y a le côté très content d'avoir. En fait, du coup, moi, je reste super content de ce Vendée Globe parce que je me dis, oui, il y a le résultat, mais je suis pas forcément hyper attaché au résultat, mais à la manière et ce que j'ai vécu et pour moi c'est positif. Enfin, il reste positif parce que ce qui était fait, c'était positif, quoi. Moi, j'étais content d'être là, le bateau allait bien, était bien préparé, on s'était bien entraîné. Et puis la chance que j'ai, moi, à ce moment-là, c'est que le projet il continue, quoi. Donc tu bascules tout de suite, quoi. Et là, la petite anecdote, mais c'est Marcus qui me disait ça. C'est que quand j'arrive à Tahiti, on va voir la vague de Tupu, on prend une journée parce qu'on construit le berre. On n'avait rien là-bas, en fait. Il y avait Marco et Marcus. Et on construit le berre pour ramener le bateau avec des palettes. Parce qu'il y avait pas de polystyrène pour faire un berre. Donc on construit un berre avec des palettes, devant les phares de voiture, avec les locaux qui nous prêtent des perceuses et tout. Et le lendemain, on se prend une journée, quand on a fini le berre, on se prend une journée d'une après-midi de repos. Et on va à Tupu, voir la fameuse vague des JO, là. Et on croise Yannick Bestaven en vacances. Ça, c'est quand même énorme. Et du coup, voilà, on parle du truc et puis il doit nous dire le Vendée Globe, super et tout. Et puis, 4 ans après, pile poil, il gagne le Vendée Globe. Voilà. C'était rigolo. Donc, il aurait fallu aller à Tahiti pour voir s'il y avait le futur vainqueur pendant l'hiver. Ouais, par contre, du coup, la saison 2017 qui suit, elle s'enchaîne bien aussi, quoi. Là, ça se passe pas mal. Bah ouais, c'est une super saison. J'en parlais justement avec Charlie et je disais que il a le même timing. Et c'est-à-dire que les 2 années après Vendée Globe, quand on s'est préparé pendant 2 ans, c'est assez génial parce que l'équipe, elle est rodée. Le sponsor, tout est rodé, le bateau est fiabilisé et du coup, il n'y a plus que de la performance, du plaisir sur l'eau, des régates, etc. Et c'est souvent là où ça match, quoi, où ça perf, quoi. C'est-à-dire que les cycles Vendée Globe, on a le choix entre avoir le bateau à la fin de la route du Rhum précédent Vendée Globe et d'aller à la fin de la route du Rhum suivante sur 4 ans. Ouais. Ou plus classiquement, souvent, les gens... non, justement, le classique, c'est ça. C'est souvent route du Rhum à route du Rhum. Bah là, il y a beaucoup de contrats qui s'arrêtent après la Jacques Vabre aussi. Souvent, on met une petite année après le Vendée, voire aussi beaucoup de contrats qui s'arrêtent après le Vendée. Mais l'optimum, c'est celui que tu décris. Ouais, c'est le contrat Apivia. Je crois qu'il y en a plusieurs qui étaient comme ça, qui vont après route du Rhum à route du Rhum. Et c'est vrai que
c'est assez positif parce que ça permet d'avoir le Vendée Globe au milieu et pour l'entreprise. Et de pas perdre le bénéfice entre guillemets de tout ce que tu as appris. Parce que la capitalisation, elle se fait beaucoup après. C'est-à-dire que quand on part dans l'entreprise après raconter l'histoire pendant les 2 années qui suivent, il y a ça l'effet Vendée Globe, il est long quoi. Ouais. Et ça, c'était super. Et du coup, on se retrouve là, je choisis Guénaud Guénaud Les Galinais comme co-skipper pour la Transat. Donc il arrive assez tôt et on essaye des foils originaux en fait sur le début d'année là. Et du coup, moi je trouve que c'est une partie super intéressante parce que finalement sur ce bateau-là, on n'avait pas fait de développement et même si on n'a pas gardé ces foils, la partie justement de d'essai, etc., de comprendre comment fonctionne un foil et tout, moi j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et on décide aussi de passer en ballast nouvelle jauge, donc on fait quand même quelques chantiers cette année-là. Et avec Guénaud, on retrouve un duo qui fonctionne et on marche bien sur toutes les courses de préparation parce qu'on gagne le Fastnet, on gagne l'Azimut. Et du coup, on arrive sur la Jacques Vabre. C'est compliqué parce que y a les bateaux à foil et que ils vont plus vite, mais Ah, puis là, ils sont eux aussi forts de leur Vendée Globe. Bah oui, ils sont fiabilisés. Hein. Ouais. Mais vous faites quand même deuxième. On fait quand même deuxième derrière Yann et Jean-Pierre qui naviguent super bien. Et c'est vrai on n'a pas réussi enfin, ils ont pas fait d'erreur, donc c'était compliqué d'être devant. Mais on fait devant Morgan et Eric sur enfin c'était plus Safran, mais c'est le bateau Safran. Et puis Thomas Ruyant, Boris sur Malédia. Donc ouais, on était vraiment bien dans le match. Ouais. L'année 2018, elle va être assez incroyable. Il y a donc du coup une route du Rhum au final. Donc raconte-nous un petit peu cette route du Rhum vraiment complètement folle sur la fin quoi. Bah l'année 2018, ouais, enfin je suis obligé de passer un peu dessus Bien parce sûr. que en fait après la Jacques Vabre, malheureusement on espérait continuer le projet SMA. Quand je parle de folie, je parle de tout ça. Hein. Je parle pas que de l'arrivée de la route du Rhum. On avait un projet éventuel de faire un bateau neuf, etc. avec SMA et puis finalement tout s'écroule et le projet en fait il s'arrête à la fin du contrat comme prévu au début quoi après la route du Rhum. Et pourquoi tout s'écroule? Bah, en fait, c'est pas que ça s'écoule, c'est que le contrat déjà il était signé, c'est juste qu'il s'est arrêté. Mmh. Et puis il y a un changement dans la direction du groupe, comme souvent, hein, donc changement de politique. Et voilà, c'est comme ça, hein, c'est des décisions. De toute façon, on peut rien y faire. Donc du coup, l'année 2018, elle commence de manière un peu compliquée parce que je cherche des partenaires d'un côté. Et on va en Méditerranée, on fait les Monaco Glab Series avec Guénaud. Là, on gagne encore en double, donc ça commence super bien. Je gagne la Bermude 1000 aussi juste avant. Donc l'année, elle commence bien. Et puis malheureusement, je me luxe l'épaule au retour sur un entraînement au mois de juin, et je me fais opérer mi-juillet de l'épaule. Donc du coup, un peu pareil qu'avant la saison 2015. Finalement, je me retrouve à partir sur le Rhum. J'ai navigué trois fois avant, je crois. Donc je me refais carpape, etc. Mais par contre, là, j'ai énormément navigué sur le début d'année, l'année qui a servi. Donc c'est pareil. C'est la troisième saison complète sur le bateau, quoi. Ouais, la quatrième. Oui, quatrième, pardon. Quatrième, ouais. 2018, 2017, 2016 et 2015. Ouais. Quatrième, donc le bateau, je le connais par cœur. Et c'est vrai que je pars sur le Rhum. Je sais que en solo, c'est pas pareil qu'en double. Forcément, j'aimerais bien faire dans les 5, je me dis quoi. Parce qu'il y a du monde, hein, il y a des clients là sur la route du Rhum, on est plus de 20, je crois. Et voilà, le départ dans des conditions très musclées. Bah en fait, tout le monde fait monter une sauce. Et en fait, oui, musclé. Et en fait, moi, dans un coin de ma tête, je me dis pas, ouais, ça va. Je me dis, ouais, oui. Bon, enfin, c'est normal, quoi, en fait. C'est normal, quoi. Donc, du coup, je pars plutôt pas mal là-dessus, quoi. Et en fait, on prend une espèce de dépression très bizarre la première nuit, avec un front très, très épais. Voilà, qui est pas très bien modélisé. Et on se retrouve à tirer des bords dans du vent un peu de sud-sud-est, donc face à la mer, donc très peu de vent. Et il faut traverser pour récupérer le nord-ouest de l'autre côté, quoi. Et forcément, la route pour la route du Rhum, c'est de faire du sud-ouest, quoi. Et sauf qu'en faisant du sud-ouest, on longe un peu le front. Mais avec du sud-est, c'est plus facile de faire du sud-ouest parce qu'on est travers, quoi. Et là, en fait, je crois que c'est avec Vincent Rioux, on empanne et on fait on fait du nord, voire du nord, voire du nord-est de temps en temps, quoi.
Mais on est les premiers du coup à traverser, et là on crée un écart assez important avec les autres. Pendant ce temps-là, il y a Alex Thompson qui fait tout le tour de la paroisse, et on se retrouve au niveau de Madère, enfin un peu au large de Madère, avec pas mal d'avance quand même sur les autres, quoi. Il y a Yann qui revient, et là je me dis bon, de toute façon là en gros on est plus que 4, quoi. On est plus que 4, ça reviendra jamais derrière, quoi. C'est pas possible, quoi. Et là moi je suis encore, il y a juste Alex, gros je suis juste derrière Alex. Lui il part à une vitesse. Bon là je me dis ça va être compliqué. Mais Vincent il a foil, rappelons-le, et toi tu les trois ont des foils. C'est Hugo Boss, PRB et Yann sur Yukar à l'époque. Et les trois ont des foils, moi j'en ai pas, et c'est un grand bord de tribord avec une houle de nord-ouest qui est atroce, donc de travers. Et donc en fait moi à chaque haute vague j'ai un bateau qui a tendance à partir un peu au loft, quoi, donc c'est assez compliqué à gérer. Mais bon, je m'accroche, puis je vois que Vincent il a des problèmes en fait. Je vois que Vincent donc en fait il a plus d'aérien, donc il a des soucis techniques. Et Yann il attaque plus dans le sud, il prend une autre route. Et finalement, ça tient, quoi. Je reste devant Vincent et je me rends compte que je peux rester devant Yann. Ça peut croiser, quoi, à la fin. Et Alex, à ce moment-là, il a 150 000 d'avance, quoi. 200 peut-être même, je crois. Et puis, c'est de plus en plus fort. Dernière nuit, moi, je pousse à fond. Le grain, je prends un grain à 35 ou 38 nœuds, je suis encore sous grande Genac. La dernière nuit, je change pour petite Genac. Je fais toute la nuit sous petite Genac. Là, je prends un grain à 45 nœuds sous petite Genac. Et je me dis, bon, là, au moins, je pourrais pas avoir de regrets. Voilà, j'ai tout donné, quoi. Et donc, j'arrive, et la dernière nuit, je vois, en fait, en même temps que tout le monde, on a les pause reports. Ça, c'était horrible parce qu'ils nous avaient fait ce cadeau-là. Au Vendée Globe, on a des pause reports tous les 4 heures. Et là, à la Route du Rhum, ils avaient la bonne idée de faire toutes les heures. Tout le temps. Donc, c'est-à-dire toute la nuit, comme moi, j'étais en contact, tous les heures, fallait aller chercher. Donc, c'est vrai que dans la nuit, c'est hyper fatigant parce que c'est pas le côté on se réveille toutes les heures, on se réveille forcément plus souvent que ça. Mais d'aller devant un écran, prendre la couleur. Enfin, moi, c'est vrai que ça m'avait beaucoup fatigué, mais en même temps, je trouvais ça important pour contrôler, voir un peu comment c'était la flotte. Et je vois que Alex est dans la terre. Donc, c'est toi qui le vois sur ton écran. T'es pas prévenu par un coup de fil. Non. Bah après, du coup, quand je vois ça, je fais comme tout le monde. Hein. Je sors mon téléphone, j'allume Twitter, parce que c'est malheureusement le problème de la navigation moderne, c'est qu'aujourd'hui sur les bateaux, on a exactement accès à la même chose que les autres. Donc j'allume Twitter et là j'apprends ce qui s'est passé. Et là tout de suite, il se passe même pas une seconde, je sais que c'est 1 ou 2. Je sais que ça se joue entre moi et Yann. Je sais déjà que Alex il sera derrière. Ouais. C'est parce que je connais les règles et on le sait, quoi. Et du coup là c'est l'adrénaline qui était déjà, on était cuit, et là je monte et ça redescend plus jamais jusqu'à la fatigue, plus rien. Là c'était dingue. Enfin le Tour de la Guadeloupe, c'est sûr que c'est hyper stressant parce que je vois Yann, je le vois à 3000 derrière. Alors 3000 à 0 nœud, ça fait 1h30, mais ouais, c'est stressant, quoi. Il y a des casiers, des machins, enfin on connaît toutes les histoires, quoi. Plus Alex il s'est pris la falaise, enfin on stresse, quoi, parce qu'on se dit s'il a fait ça, c'est qu'en gros nous on est pareil, donc on peut faire exactement la même, on peut faire autre chose, quoi. On peut faire, faut pas tomber à l'eau, faut être concentré, quoi. Et donc victoire, et du coup elle a quel goût cette victoire? Bah, c'est super. Moi, les souvenirs que j'ai, c'est l'équipe, quoi. Moi, c'est vraiment ce que je retiens, c'est l'équipe, parce qu'à travers leur regard, il y a tout, quoi. Il y a le travail qui a été fait depuis 4 ans. Il y a les sponsors, l'équipe, quoi. Quand ils montent à bord après la ligne, ça, c'est le moment que je garderai, quoi. Parce que c'est pas le moment forcément où je coupe la ligne, moi, c'est ce moment-là qui est encore plus fort, quoi. Tu vois, ton boat captain, Marco, machin, les mecs qui montent, pendant 4 ans, il y a eu des beaux, il y a eu des bars, il y a eu des trucs, puis on finit le projet, quoi. C'est la dernière nave, en fait, c'est la dernière course du truc, tu finis le projet comme ça, c'est super, quoi. C'est une belle conclusion. Bah oui, bien sûr. Ouais, c'est une super conclusion. Ouais. Donc, du coup, tu deviens un vainqueur de la Route du Rhum. Le paradoxe, c'est que du coup, tu n'as plus de sponsor, et il y a un Vendée Globe qui arrive 2 ans après. 2 ans après, ouais. Donc, du coup, comment tu t'organises? Tu te mets en mode, je vais chercher des sponsors et j'embarque dans le projet initiative. Comment tu arrives à te focaliser sur plusieurs objectifs à la fois? Un petit peu, on reboucle le début de la conversation. Je m'étais déjà mis dans ce mode-là dès le début de l'année, en fait. Parce que je savais qu'après la Route du Rhum, c'était très court, puisqu'à ce moment-là, le projet des SMA, c'était de continuer sur un bateau neuf.
Et dans le regard de tous les gens, c'était légitime et limite les gens n'imaginaient pas que je parte pas sur un bateau neuf. Et d'ailleurs, en fait, à chaque fois à un moment donné, je voulais continuer sur ce bateau-là et tout le monde m'avait dit, mais non, toi, faut que tu partes sur un bateau neuf, etc. Donc, ça commençait à être court. Hein. Ça commençait à être court parce que il y avait en fait, là où j'ai quelques regrets, c'est que je me dis qu'il y avait potentiellement des gens qu'on avait contactés et puis ça s'est pas fait. Mais bon, c'est comme ça, c'est l'histoire. On avait des bons prospects au départ de la Route du Rhum ou des choses comme ça et les projets se sont pas faits. Mais après la Route du Rhum, j'y crois encore pendant quelques mois. Et des portes s'ouvrent quand on gagne la Route du Rhum. Les rendez-vous qui étaient en balance. Ouais, il y a un effet, mais finalement, j'ai l'impression que le timing était mauvais, quoi. C'est que les projets Vendée Globe, c'était trop tard. C'était trop tard, en fait. Il aurait fallu faire un projet différent, mais c'était pas, le statut que j'avais eu, sans le vouloir, parce que finalement, moi, à un moment donné, j'ai proposé, même au départ de la Route du Rhum, c'était de proposer pas un Vendée Globe sur un bateau neuf, mais dans la tête des gens, c'était pas cohérent, je vois. Et du coup, ouais, en fait, avec Sam, on en avait parlé déjà un peu dans l'année, etc. Et du coup, elle me propose, moi, je me dis, ouais, c'est super parce que ça va me permettre justement de peut-être pouvoir, on y croyait encore un peu, quoi. Et puis on se dit, c'est pas grave parce qu'à ce moment-là, l'IMOCA signe le partenariat et la convention Ocean Race. Et donc là, le projet, en fait, c'est de dire, on fait Ocean Race et on fait le Vendée Globe 2024, quoi. Très vite. Parce qu'en fait, on est en retard sur le truc. Et comment on devient, du coup, on vient de passer 5 saisons hunter skipper du bateau avec une équipe, etc. Et là, il faut changer toutes les polaires, il faut changer toutes les fringues, s'habiller en rouge et se mettre au service de quelqu'un d'autre, quoi. Ouais, alors la transition, elle est... Pour le coup, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Reposant, quoi. Pas moins de pression. Ouais, bien sûr. Pourtant, le projet, alors c'était l'avantage, hein, c'était aussi... c'était à 1 kilomètre de chez moi, j'y allais en vélo. Et puis, je gérais que le côté sportif, en fait. Ou technique, mais je gérais plus le côté les partenaires, la com, etc. Et ça, en fait, c'est énorme ce que ça prend pour un skipper. Donc du coup, et puis il y avait le côté aussi les nouveaux foils. C'était le premier bateau à sortir avec des foils Verdier, initiative. Et puis le personnage de Sam qui est génial et collaboration qui était vraiment super, quoi. J'ai appris énormément de choses. Non, c'était vraiment une super année. Et il y a aussi le côté projet sociétal, faire un projet, ce que j'ai toujours voulu et ce que j'essayais justement de vendre à des partenaires. Pour moi, ça avait beaucoup de sens de voir aussi comment ça se passait de l'intérieur, un projet comme Initiative Cœur. Et ça a été une belle expérience. De montrer l'énergie, de voir l'énergie que ça procure. Pas que, bien sûr, à tous les enfants que ça sauve, aux boîtes qui investissent. Du coup, il y a une ambiance et un dynamisme avant les départs de course et tout, c'est incroyable, quoi. Les vestes rouges, là, quand ils arrivent, et dans l'équipe, et en fait, dans le projet, quoi. Et je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça. Et je l'ai ressenti aussi sur le projet, on en parlait au début, de Thomas, Linked Out. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est des bons exemples de projets qu'il faut monter, ouais. On a l'impression que la perception du projet Initiative Cœur, elle a beaucoup changé en quelques années. Au départ, on entendait des gens dans le milieu se moquer un peu du sauvetage des enfants, des nounours et tout, etc., etc. Et puis au fil du temps, avec l'évolution de la demande des entreprises et la perception du public aussi, on sent bien que cette part justement de cause est devenue de plus en plus importante. Nous, on a fait beaucoup d'interviews où les gens disent le projet de Tanguy et de Sam est un bon exemple à cet égard, etc. On a vraiment l'impression que la perception même dans le milieu de la course du projet lui-même a changé, quoi. En plus, il est devenu un peu plus sportif qu'avant, quoi. Ouais, et puis ce qui est nouveau, ça dérange toujours. C'est toujours, il y a quand même en course au large, il y a le côté franco-français, breton, qui s'entraîne toujours pareil et tout. Et c'est vrai que ça fait vachement bien. Je pense que pareil, un Alex Thompson a amené aussi énormément de. Bon, au début, tout le monde disait que c'était que c'était un fou furieux qui faisait machin, mais n'empêche que il a amené énormément à la course, quoi. Vous allez faire 5e du Fastnet. J'ai pas écrit le classement de la Jacques Vabre. On fait 7e à la Jacques Vabre. Ouais, ce qui est il y a eu pas mal de déceptions et finalement, je trouve que le résultat il est plutôt bon parce que il y avait une grosse flotte et on voit que
Enfin, je crois que cinquième, c'est Linked Out. Enfin, à l'époque, c'était Advance, mais je dirais que les 5 premiers, c'était intouchable, quoi. Et puis, il y a les aléas du poteau noir, etc. On déchire notre Genac la première nuit, donc on fait la course sans Genac derrière, sans grande Genac. Donc mais ouais, non, c'était plutôt une belle course. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris avec la façon de naviguer de Sam. Puis, elle prend énormément de plaisir sur l'eau. C'est quoi la façon de naviguer de Sam? Eh ben, elle prend pas énormément de risques, justement. Et c'est vrai que j'en parlais encore. J'en parlais. Tu pourrais penser que ça marcherait moins bien, c'est-à-dire qu'elle va changer un peu moins de voile, beaucoup anticiper sur les choses, etc. Et disant mais là elle va perdre énorme et tout. Et en fait non, elle perd pas énorme. Donc il y a beaucoup de maîtrise et c'est plus la qualité et le timing des choix qui est important dans. Plutôt que la frénésie de manœuvre. Ouais. Et donc c'est assez intéressant. On l'a bien vu sur la valse, la Vendée Arctique l'année dernière où elle fait une super course alors que ça change de voile dans tous les sens. Ça n'arrêtait pas de changer de voile dans tous les sens et elle était bord à bord avec Kevin qui est un peu le style de navigation opposé. Et Kevin Escoffier et finalement elle arrive juste devant lui, je crois. Il fait 4e, elle fait 3e. Elle fait 4e, il fait 5e. Donc c'était assez drôle. Dernière question, on arrive au bout de quasiment 2 heures. Là avec Charlie, ça va être une autre. La configuration est complètement différente. Alors, tu rentres dans une équipe qui a fait 2e du Vendée Globe, 1er en temps réel, 2e en temps compensé entre guillemets, qui est détentrice du titre sur la Jacques Vabre. Donc à part la victoire, il y a pas beaucoup d'autres projets. Comment tu vis ça? C'est quoi la demande de Charlie en la matière vis-à-vis de toi? Oh bah c'est assez clair, hein. Je crois que même la première fois peut-être pas la première fois qu'il m'a appelé, mais quand on a commencé à dire qu'on allait partir ensemble, il m'a dit qu'il y avait un titre à défendre sur la Jacques Vabre. Donc non, mais c'est sûr que, enfin, je vois pas comment on pourrait partir autrement qu'avec ça en tête. Mais c'est le jeu, c'est normal, on fait du sport de haut niveau, c'est pour ça. Moi j'adore ça, hein, ça me stimule énormément. Je dis pas, on va pas fanfaronner, hein, c'est pas du tout le dire qu'on va la gagner, mais forcément on part pour la gagner, mais il y en a d'autres qui vont partir pour la gagner. Là, les bateaux. Il y a tous les nouveaux bateaux sont au point avec des équipages qui sont performants, donc ça va faire une belle course. Puis on va attendre que les foilers volent enfin. Bah oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu de bol avec les conditions météo, hein, parce que le Vendée Globe il aurait pu durer 70 jours, hein, c'est sûr. Le bord alors il y aura plus de bord de reaching pour aller entre l'Équateur et le Brésil, qui était traditionnellement un bord qui allait quand même très très vite. Là, il y a un parcours qui va être complètement original. Hein. Alors du coup, je me souviens plus. Il y a tellement de parcours, je me souviens plus. Ouais, alors le parcours là, c'est le même que pour aller à Salvador en fait, sauf qu'à Fernando, il y a l'île, voilà, l'archipel. Donc il y a quand même entre le poteau noir et Fernando, il y a un peu de reaching. Il y a un peu de reaching. Et puis après, c'est un grand bord. Alors là, ça dépend un peu de l'angle du vent, mais c'est on partir dans l'autre sens, quoi. C'est un bord de portant, on va dire sur plus ou moins un bord jusqu'à la Martinique. Donc la course va être beaucoup plus longue. La course va faire en gros 3 jours de plus, ouais. Ah oui. On est plutôt sur 16 jours de course, voire 17 qu'avant, plutôt 12-13. Très bien. Et 2 poteaux noirs aussi. Et 2 poteaux noirs, exactement. Eh ben écoute, on te souhaite de prendre du plaisir, en tête ou pas en tête. En tout cas, on va suivre ça avec attention. La course sera passionnante. Dans un podcast qu'on a enregistré hier avec Francis Le Goff, il racontait que la course allait sans doute battre son record de participants, le signe de l'ambiance assez incroyable qu'il y a dans cette période post-Vendée Globe. Paul, merci beaucoup d'avoir balayé avec nous toutes ces années. Toujours intéressant de voir à quel point les parcours ne sont pas rectilignes, avec des accélérations, des ralentissements, des aléas, et avec au final quand même toujours des super histoires. Merci beaucoup. Si vous nous avez suivis jusqu'à là, merci à vous aussi. N'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude, à nous dire si c'était bien, si c'était pas bien aussi. On écoute tout. Je suis essayé de me freiner dans mes interventions par rapport aux fois d'avant. N'hésitez pas non plus à nous mettre 5 étoiles, en particulier sur Apple Podcast, c'est important pour les référencements. Et puis on se retrouve dans 15 jours avec un invité qu'on n'a pas encore trouvé, mais qu'on devrait trouver. Il se passe pas mal de choses en ce moment. Merci Paul, salut. Merci, salut. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Into the Wind, produit par Tip & Shaft. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas non plus à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal. Merci également à nos amis spécialistes de l'accastillage de Carver, partenaires de cet épisode.
On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel Into the Wind. À bientôt!